Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cet épisode Cévenol. Donc je me présente, je suis Christian Reich. Je représente l'équipe animatrice des épisodes Cévenol, une série de webinaires destinés à l'enseignement agricole, à la communauté éducative et pédagogique de l'enseignement agricole, pardon, plus largement. Nous animons ce dispositif depuis le campus de Florac de l'Institut Agro. Notre campus a une fonction d'appui à l'enseignement agricole sur des thématiques variées comme la biodiversité, l'agriculture, des ressources numériques et collaboratives et sur les questions éducatives et pédagogiques. Les webinaires sont pour nous l'occasion d'inviter des acteurs de terrain, des praticiens, mais aussi des chercheurs, des experts, pour explorer et partager leur expérience sur un sujet qui nous préoccupe en lien avec les enjeux de l'enseignement agricole. Aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire sur le thème Mieux relationner avec soi et les autres, découvrir les compétences psychosociales. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Christophe Sénèque, médecin psychiatre, membre du comité de Santé publique France. Et je vais donner la parole à ma collègue Armelle Tourner qui va vous présenter Jean-Christophe. Armelle, je te Oui, laisse la parole. oui, bonjour à tous, c'est Christian. Il y a encore des gens qui sont en salle d'attente, si tu peux du Je coup m'en les occupe tout de admettre. suite. Bonjour à tous. Alors cet épisode Sévenol, il marque la rentrée de 2025 et on l'a préparé avec mes deux collègues Oran Bischoff et Catherine Rothenburger qui pouvaient pas être là cet après-midi, mais qui le verront en replay. Alors, on s'est dit qu'on allait démarrer par voilà, les compétences psychosociales. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de compétences psychologiques, cognitives, émotionnelles et sociales qui permettent de maintenir un état de bien-être psychique. Donc, au démarrage, ce concept-là est venu de la santé mentale et il y a eu à peu près 40 ans de recherches qui ont montré que ces CPS, elles influencent aussi la réussite éducative. Donc la réussite scolaire, les travailler permet de diminuer les troubles de suicide, les conduites à risque, etc. Et donc c'est pour ça qu'on démarre par ce sujet-là. Donc en 2021, il y a eu les assises nationales de la santé mentale. On a découlé une stratégie nationale interministérielle de déploiement des CPS qui s'étale de 2022 à 2037. Et l'objectif, il est assez ambitieux. C'est de permettre, je vous lis, à tous les enfants de développer leurs compétences psychosociales dès le plus jeune âge, pendant toute leur croissance et dans tous les milieux, afin que la génération 2037 soit la première à grandir dans un environnement continu de soutien au développement des CPS. Et donc nous, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, voilà, ils sont co-signataires de ce plan interministériel. Nous, c'est pour ça qu'on vous propose le webinaire sur ce sujet. Et Jean-Christophe Seznec est membre expert, comme l'a dit Christian, du comité Santé publique France, qui, euh, qui met en œuvre ce plan-là. Il est psychiatre libéral, ancien chef clinique à Bicêtre. Il est aussi blogueur et conférencier. On vous mettra sur le site des épisodes Sévenol des liens vers ses podcasts. Et il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment, j'en cite deux, Débrancher son mental, trucs et astuces pour ne plus ressasser et profiter de la vie. Je trouve que c'est pas mal pour la rentrée. Et aussi guide pratique de survie en cas de crise. Ça aussi, ça peut être pas mal pour le démarrage. Donc voilà, je vous laisse la parole. N'hésitez pas, comme l'a dit Christian, à poser des questions dans le chat. On va avoir un premier temps, on les traitera dans un second temps. Voilà, c'était à vous, Jean-Christophe. Bonjour à vous tous, merci de m'accueillir dans ces événements Cévenol. Alors, je mets en place mon diaporama. Hop, voilà. En fait, c'est une grande révolution qui est en train d'avoir lieu parce qu'on ne se posait pas beaucoup la question ces derniers temps dans l'éducation nationale et dans la formation des jeunes sur le savoir-être. Parce que pendant très longtemps, le savoir-être a été autrefois délégué à d'autres instances, hein. Notamment il y a très longtemps, c'était la religion qui s'occupait beaucoup de ça, ou d'autres institutions. Et puis avec la disparition des grandes utopies qui a eu lieu il y a de nombreuses années, ça n'a pas été remplacé par une attitude laïque pour apprendre à être.
Savoir-être, comme l'a très bien évoqué Hermel, c'est quelque chose d'important pour la santé mentale et on sait très bien depuis quelque temps que c'est un enjeu important pour nos jeunes et pas que pour nos jeunes. Donc, je vais vous parler des compétences psychosociales, juste deux, trois choses pour me présenter, même si Armel a dit beaucoup de choses. Je suis ancien président de la FCC. La FCC, c'est l'Association française de sciences contextuelles et comportementales qui développe les thérapies ACT, les thérapies ACT. Donc, je vais un peu vous parler avec les compétences psychosociales parce que c'est un outil. Pour négocier, pratique pour négocier ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Peut-être ce qui peut vous intéresser, je sais que j'ai écrit des méditations pour petits bambous, notamment une ce qui s'appelle Sommeil serein pour favoriser le sommeil. Et puis sur la respiration, qui est aussi un outil pour gérer les émotions pour présence. Et puis ce que j'aime bien dire, et vous verrez que j'ai un ton un peu particulier, c'est qu'après avoir fait des années d'études pour essayer d'être intelligent, j'ai fait des années d'études pour essayer d'être très con. C'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Pour un clown, c'est un compliment d'être con. Le clown fait de la pleine conscience sans avoir l'air, fait de l'ACT sans avoir l'air, et en tout cas, il sait surfer l'instant présent, il sait savoir être en tout instant à travers le jeu, et c'est une manière de faire un pas de côté pour aussi parler de tout ça. Et le rire est un très bon moyen pour aborder de nombreuses choses, comme on va voir dans la présentation. Alors, développer les compétences psychosociales, c'est apprendre à savoir être et à savoir interagir avec les autres. Et ça s'apprend. Toutes ces choses-là s'apprennent, c'est pas forcément inné. Euh, et nous avons à aider nos adolescents dans ce travail de savoir-être et savoir-être en relation. C'est développer des compétences dont je vais vous parler. Et puis, c'est un enjeu de santé, un enjeu de prévention parce qu'à l'adolescence, de nombreuses pathologies apparaissent quand on ne sait pas gérer le chantier intérieur. Et c'est le fruit d'un grand projet qui a été lancé par Santé publique France pour créer une génération de jeunes formés à cela. Il vaut mieux agir sur les adolescents quand ils sont en chantier plutôt que d'intervenir quand des pathologies sont apparues plus tard, des souffrances sociales ou psychiques sont apparues adultes. Et on sait que aujourd'hui, l'offre de santé ne va pas augmenter et ne répond pas à tous les besoins. Donc, autant faire de la prévention pour diminuer les demandes de santé. Et l'adolescence est un enjeu très important pour accompagner nos enfants, nos adolescents à bien se construire, pour être en capacité de vivre leur vie avec flexibilité et bonheur si possible. Alors, avant de commencer, j'ai envie de parler de vos peurs, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont là. Peut-être que l'une de vos peurs, ça serait de se dire, bah, encore un truc de plus. On a déjà tellement de choses à faire. Donc, si en plus on nous rajoute tout ça, euh, ça ne va pas le faire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parler des CPS, appliquer les CPS, c'est pas faire quelque chose en plus. C'est faire quelque chose les mêmes choses, mais différemment, avec des mots différents, avec des postures différentes qui sont à apprendre. Donc, c'est pas une surcharge de travail pour vous enseignants, c'est juste prendre conscience que on peut faire les choses selon la manière dont on les fait, ça donne pas exactement les mêmes choses. Un peu comme si je dis que le verre est à moitié plein, c'est pas la même chose que dire que le verre est à moitié vide. Vous voyez, la façon dont on parle, la façon dont on se présente, la façon dont on est en relation, eh ben, ça change le rendu émotionnel et le rendu existentiel et ça change l'accompagnement qu'on a pour nos élèves et puis le ressenti qu'on peut avoir soi-même. Donc, j'ai envie de vous rassurer pour commencer, c'est pas quelque chose en plus, je ne participerai pas à votre surcharge de travail, mais juste à prendre conscience des comportements qu'on peut avoir et des mots qu'on utilise et sur les chemins, ça va avoir Donc, les CPS, c'est une histoire de lecture de soi et de l'autre, d'attitude, de posture et de langage, comme on va voir. Alors, à l'adolescence, je vous dis, c'est un chantier, hein, c'est pas facile d'apprendre à être et il est si facile de faire plein de choses et on nous apprend à faire, mais pas à être. Donc, apprendre à être, c'est muscler son humanité,
c'est gagner en flexibilité comportementale et psychologique, c'est accepter sa fragilité et sa vulnérabilité. Tous les êtres humains sont fragiles et vulnérables, et puis savoir aussi se nourrir de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, il y a des pensées, des émotions, des sensations physiques, et il ne faut pas en faire des ennemis. Il faut apprendre à en prendre conscience et savoir les utiliser. Euh, L'enjeu de tout ça, c'est d'apprendre aux adolescents à être des apprenants en toutes circonstances. On est des apprenants tout au long de notre vie. Moi aussi, à cet instant, probablement que je vais apprendre quelque chose à travers cette expérience de cette conférence, plutôt que d'être dans le résultat. Et on va voir un peu plus loin que d'être dans le résultat, ben, c'est source de difficultés. Et l'enseignement a tendance, pour se rassurer, à vouloir être dans le résultat, alors que ça fonctionne mieux d'être des apprenants. Et puis, c'est savoir être en lien et nouer des relations. Et à l'adolescence, on est souvent très malhabile pour nouer des liens. Et face à à l'avidité qu'on a à cet âge-là, bah, ce n'est pas toujours facile de construire ces liens qui nous nourrissent et qui nous structurent. Et les enseignants doivent servir aussi de modèle dans la façon de nouer un lien avec leurs élèves, parce que par coping, les élèves vont pouvoir se nourrir de cela. Et on se souvient tous peut-être d'un professeur qu'on a eu, qui a eu une attitude particulière dans notre scolarité et qui peut nous servir d'exemple par la suite. Donc, essayons d'être cet exemple pour nos élèves. Et j'aime bien cette phrase que je vous propose, euh, on pourrait s'imaginer qu'au moment de faire l'expérience du courage, on entendrait l'ouverture de la cinquième symphonie de Beethoven, ou bien on verrait une immense explosion dans le ciel, mais il n'en est rien. Dans la tradition Shambhala, c'est en travaillant la vulnérabilité du cœur qu'on découvre le courage. J'aime bien cette phrase parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait du clown et qu'il y a un documentaire sur le clown que je vous conseille qui s'appelle Tout va bien, le premier commandement du clown, où il y a une prof de clown qui dit une phrase qui me nourrit beaucoup, qui dit: On admire les acrobates et on aime les clowns. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère être aimé qu'admiré. Or, on essaye tous d'être admirables. Admirable en tant qu'enseignant, admirable comme élève, admirable dans notre façon d'être. Et pourtant, c'est les clowns qu'on aime. Les clowns, ils naissent de leur vulnérabilité, de leur fragilité, de leur ridicule. Donc, comment peut-on faire de la place à notre humanité que plutôt d'être dans le faire admirable, qui n'est pas forcément source d'un lien humain et d'un lien affectif avec nos congénères. Donc, c'est peut-être ça aussi à travailler dans les CPS, c'est comment faire de la place à cette vulnérabilité, à ces fragilités existentielles, à cette sensibilité, pour pas en faire un problème, mais pour être, comme je vous ai dit, des apprenants en toutes circonstances. Donc, comme je vous disais, l'adolescence, c'est un chantier. Et c'est quelque chose de très difficile pour les adolescents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de structurant pour les aider à grandir. Dans plein de sociétés, il y a des rituels pour passer de l'enfance à l'adolescence. Aujourd'hui, c'est un terrain vague où il se passe peu de choses. Autrefois, il y avait le service militaire, il y avait le bac, des épreuves comme ça. Maintenant, le bac est de plus en plus un contrôle continu. Donc, il n'y a plus ces épreuves existentielles qui permettaient aux enfants de grandir à travers l'épreuve. Et donc, comme le dit cette écrivaine, l'adolescence est une période tumultueuse. On voudrait désespérément être quelqu'un en particulier et en même temps, on ne sait pas exactement qui on est, ce qui explique pourquoi nos adolescents, ils s'agitent. Ils s'agitent psychologiquement, ils s'agitent émotionnellement et ils s'agitent aussi à l'école dans leurs apprentissages parce qu'ils essayent de trouver le chemin. Et notre travail, c'est de pouvoir les guider, d'être ces Sherpas pour les accompagner dans ce chemin. Donc, le travail d'un enseignant, certes, c'est de délivrer des connaissances, mais c'est aussi de savoir accompagner. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place, c'est d'être à côté. Comment on peut se mettre à côté de nos élèves pour les aider à grandir et à trouver leur chemin de vie. Alors, c'est pas facile d'être soi, hein, et c'est l'enjeu de l'adolescence. Et nos adolescents ont beaucoup peur d'être eux. D'ailleurs, c'est une période où il y a beaucoup d'anxiété. Et il faut prendre conscience qu'ils ont trois chantiers à gérer. Ils doivent construire leur intériorité, parce qu'il y a un tsunami émotionnel qui se met en place. Il y a plein de pensées, d'émotions dans tous les sens. Ils doivent s'adapter aux changements corporels, apprivoiser leur corps
et puis apprivoiser leur liberté d'agir et d'être, et de pouvoir construire son réseau social. Donc, ça fait un peu embouteillage, trois chantiers. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être très vite débordés et que ça peut très vite s'exprimer par de nombreux problèmes psychologiques ou des fausses bonnes solutions pour apaiser le désordre de ce chantier. Et en plus, ils veulent faire bonne figure par rapport aux parents, par rapport aux professeurs, par rapport aux copains, alors que peut-être vivre, comme je vous ai dit, c'est oser être soi, unique et fragile. Et c'est pas ce qu'ils essayent de faire à cet âge-là, ce qui les fait trébucher à force de vouloir faire les acrobates de la vie. Alors, ce qu'on va travailler dans les CPS, c'est leur apprendre à être flexible, flexible avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux et flexible par rapport leurs expériences de vie et la vie qu'ils rencontrent. Et pour paraphraser Forrest Gump, hein, je vous rappelle cette phrase, il dit que la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, aider des enfants à grandir, c'est leur apprendre à s'adapter en toutes circonstances. Pourquoi s'adapter à toutes circonstances? Parce que comme sur la mer, on ne contrôle pas le vent, mais on contrôle la manière de naviguer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne contrôle pas les événements extérieurs, mais les aléas de la vie, mais on peut apprendre à les négocier. On aura tous des peines d'amour, on aura tous des maladies, on aura tous des décès autour de nous, on aura tous des frustrations, on aura tous des accidents. Mais l'art de vivre, c'est savoir s'adapter aux circonstances de la vie. Et puis, parce que la vie n'est pas plane comme le dessin du haut, mais dans la réalité, il y a des hauts et des bas. Et comme le dit le dessin de droite, soit on peut avoir peur de ces hauts et des bas de la vie, hein, qui est comme un roller coaster, un grand 8, soit on peut se prendre plaisir à cette vie euh, et contempler le paysage. Et finalement, si notre vie était un roman à l'eau de rose, bah, peut-être qu'à la fin de notre vie, on s'ennuierait. Et donc, c'est peut-être chouette qu'il y a peut-être des hauts et des bas. Le tout, c'est d'apprendre à naviguer dans ces hauts et des bas et d'apprendre de tout ça et savoir s'adapter et hauts et aux bas qui sont inhérents à la vie. Et puis une autre chose dont il faut prendre conscience, c'est que tout est une histoire de regard. Et c'est là-dessus que vous allez travailler avec vos élèves pour leur apprendre à avoir le choix dans le regard, de la manière dont ils regardent leurs apprentissages et leurs expériences de vie. Vous voyez, dont on est prisonnier, il y en a un qui voit les barreaux, l'autre qui voit le paysage derrière. Ou de façon amusante, la girafe, quand elle regarde de haut le lion, elle a une image un petit peu amusante de la situation. Donc, c'est dans les CPS, on va travailler cette flexibilité de regard et de pouvoir changer de perspective. D'ailleurs, la définition de la connerie, c'est la difficulté à changer de perspective, à imaginer que l'autre peut avoir une autre perspective sur la même situation. Et on peut avoir fait de très bonnes études et être con, c'est-à-dire de ne pas avoir cette flexibilité pour ajuster son regard et pouvoir changer de posture. Donc, c'est ça dans les compétences psychosociales que vous allez apprendre à vos élèves, c'est de pouvoir leur donner cette compétence de changer de perspective quand ça le demande. Un peu comme le 6 et le 9, hein, selon d'où on voit les choses, on voit soit un 6, soit un 9. Et d'ailleurs, beaucoup de conflits aujourd'hui, c'est que chacun pense avoir raison. Il y en a un qui dit c'est un 6, l'autre dit que c'est un 9, et puis on se bataille, alors qu'il y a différentes manières de voir. Et pour de façon amusante, j'imagine que vous n'avez jamais pensé comment les gens qui étaient à l'intérieur de l'Empire State Building voyaient King Kong qui grimpait le bâtiment. Donc, vous voyez, très souvent, on a des regards figés et on n'arrive pas à imaginer qu'il peut y avoir d'autres points de vue et parfois des points de vue amusants. Et c'est là-dessus que le clown est très, très fort. C'est qu'il est très flexible pour jouer des regards. Et puis, c'est aussi de se rendre compte dans les CPS que tout ce que l'on vit est contextuel, dépend de notre contexte. Par exemple, ce poulet rôti, pour des poules, c'est un film d'horreur. Alors que pour nous, voilà, on se dit chouette, peut-être le repas. Et puis, regardez ce gars qui est sur l'île, quand il voit un bateau arriver, il dit chouette, un bateau. Et le gars sur le bateau, il dit chouette, une île. Donc, tout est contextuel. On perçoit la vie de son contexte. Par exemple, dans votre salle de cours, vous ne voyez pas la salle de cours de la même manière que les élèves ou que l'électricien qui va faire une réparation. Chacun perçoit la réalité de son contexte. Et donc, c'est tout un travail d'avoir cette flexibilité, cette pleine conscience pour pouvoir comprendre et avoir conscience du contexte de l'autre.
Ce qui fait que des fois, il y a des choses qui vous semblent logiques en tant que professeur, mais du point de vue de l'élève ou du point de vue de l'administration ou d'autres personnes, eh ben, ils le voient différemment parce qu'ils sont dans un autre raisonnement d'un autre point de vue. Donc, le travail, c'est d'apprendre à changer de perspective et d'essayer d'aller voir au-delà des comportements. Parce que derrière des comportements, il y a des besoins. Quand vous avez des élèves qui ont des émotions, qui sont en opposition, qui peuvent être en colère, qui évitent les devoirs, que je ne sais pas quoi, qui peuvent être irritables, peut-être qu'il y a d'autres besoins qui sont cachés. Et donc, il faut parfois savoir aller chercher derrière le besoin que plutôt d'être dans la réaction au comportement qu'affiche l'élève et apprendre aussi aux élèves de prendre conscience du besoin qui est derrière. Des fois, derrière une colère, il y a une tristesse. Derrière une tristesse, il y a un jugement qu'on se fait. Et donc, on peut remonter le fil pour essayer de voir au fond de quoi a besoin l'élève, de quoi vous avez besoin comme, en tant que professeur, dans vos émotions, dans ce que vous vivez, ou dans les personnes avec qui vous interagissez, derrière leur comportement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui serait plus intéressant que plutôt de réagir au comportement, mais de répondre aux besoins sous-jacents? Donc, c'est l'idée que tout comportement a une fonction. Et des fois, la fonction d'une agressivité, c'est pour se sécuriser. Et derrière, c'est un besoin de sécurité. C'est de se sécuriser. Et de se poser la question, c'est est-ce que le comportement que je choisis d'avoir est fonctionnel selon mes besoins et mon contexte? Donc, c'est ce travail-là euh, de description, de savoir analyser, ben, c'est quoi le besoin, c'est quoi mon contexte qui m'amène à faire ça. Pour pas se laisser hameçonner par une envie de réaction face à un comportement, pour prendre le temps de pister le besoin sous-jacent et d'essayer d'y répondre. Par exemple, vous passez un examen, on apprend aux élèves qu'ils passent un examen, le professeur paraît froid, donc on se dit, oh là là, il est froid, il ne doit pas être commode, il ne doit pas être facile, et ça stresse, anxieux, alors que peut-être que le prof, il n'est pas froid, il est juste anxieux, parce qu'on oublie que on n'a pas le monopole de l'anxiété et que d'autres personnes peuvent être anxieux. Moi, souvent, j'aime bien raconter que pour ma part, il y a un endroit où j'ai jamais pensé que l'autre pouvait être anxieux, où moi j'étais très anxieux, c'est quand j'ai passé mon permis voiture. J'étais très anxieux de passer mon permis voiture et j'ai jamais pensé que l'inspecteur auto-école pouvait être anxieux. Et ben, je peux vous dire que j'ai accompagné en psychothérapie des inspecteurs d'auto-école qui étaient très anxieux de bien faire leur travail. Et pourtant, j'avais jamais imaginé quand j'ai passé mon permis que l'autre à côté pouvait être aussi anxieux que moi. J'ai croisé aussi des managers qui étaient très anxieux quand ils faisaient des recrutements, de savoir s'ils allaient faire le bon recrutement. Quand on se fait recruter, qu'on pense à un entretien d'embauche, on ne pense jamais que la personne en face est aussi anxieux que nous. Donc voilà, dans les compétences psychosociales, c'est aussi savoir se décentrer de soi et d'essayer d'analyser dans le comportement de l'autre quels peuvent être les besoins et que peut-être il y a des besoins qu'on n'imagine pas et qu'on a peut-être plus à gagner, des fois, je dis à des élèves que j'ai en consultation, à rassurer presque l'anxiété du professeur qui a le droit d'être aussi anxieux. Il est anxieux de bien faire son travail, il est anxieux de répondre aux demandes, que plutôt de se laisser happer par sa propre anxiété. Bon, je suis un peu taquin en disant ça, mais c'est de faire ces pas de côté euh, que la pratique des compétences sociales permettent de faire. Ce qu'on va rechercher, c'est face à ce qu'on vit à l'intérieur de nous, les comportements de lutte et les comportements des évitements, de lutte contre les pensées, les émotions, les sensations physiques, ou éviter d'être au contact de ce vécu intérieur. Parce que l'évitement, ça ne fonctionne pas. Plus on évite quelque chose, plus on veut éviter la peur, plus la peur grandit. Comme dit Carl Jung, ce que tu évites te contrôle. Ce que tu acceptes te transforme. Et ben, la peur, c'est comme une vague. C'est comme surfer la mer. Il faut accepter la vague pour pouvoir la surfer. Si on a peur de la vague, eh ben, c'est comme ça que l'on chute. Si je renverse, si je tiens un verre plutôt à ras-bord et que j'arrête pas de me dire, il faut surtout pas que je renverse, c'est comme ça qu'on renverse plus. Donc, développer les CPS, c'est aussi accepter l'expérience intérieure qui est faite de pensées, d'émotions, de sensations physiques, sans vouloir les éviter et sans vouloir lutter contre. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord travailler une autre compétence psychosociale qui est savoir accueillir ce qui nous arrive, savoir accepter. Accepter, c'est faire de la place
en soi pour toutes les expériences que l'on vivre, dans une position neutre et bienveillante, accepter les pensées, les émotions qu'on a d'un point de vue neutre et bienveillant, parce que c'est là, parce que ça fait partie de notre humanité d'avoir des pensées, des émotions en toutes circonstances. Donc accepter, ce n'est pas se résigner, mais rien ne nous fera perdre plus d'énergie que de résister face à une situation que vous ne pouvez changer, comme dit le Dalai Lama. Donc l'acceptation, c'est accueillir pour arrêter de se battre dans le vide et blâmer ce que l'on peut changer. C'est sortir de la lutte avec le présent. Alors, je vous propose aussi une acceptation. Pensez à cet enfant qui dit, s'il vous plaît, donnez-moi la sérénité que mes parents ne pourront pas changer. Peut-être votre enfant se dit ça de vous, et peut-être que vous, vous avez accepté que vos parents ne pourront pas changer. Et c'est pour s'inscrire dans l'instant présent, et comme dit Pou, quel jour on est, aujourd'hui, c'est mon jour favori. Alors, pour travailler l'acceptation, je vais vous proposer deux règles un peu amusantes. La première, c'est la règle des 5 C. La règle des 5 C, c'est de se dire, c'est con, mais c'est comme ça. Vous verrez, au contraire, il y a 5 C. J'ai une mauvaise note, c'est con, mais c'est comme ça. Comme ça m'évite d'être dans la lutte, ça me permet d'aller à l'étape d'après et me dire comment je fais avec ça. Parce que de toute façon, c'est comme ça. J'ai eu cette mauvaise note. J'ai redoublé, c'est con, c'est comme ça. Je ne peux pas faire mes cours, c'est con, mais c'est comme ça. Ça permet de passer à l'étape d'après pour se dire comment je fais avec ça. La règle des 5-5, c'est se dire qu'il n'y a aucune raison de s'énerver plus de 5 minutes pour quelque chose qui n'aura pas d'importance dans 5 ans. Bah, peut-être si je bafouille aujourd'hui, si je vous dis une erreur aujourd'hui, peut-être que ça va me gêner, ça va me créer une émotion à cet instant-là, mais peut-être dans 5 ans, ça n'aura vraiment aucune importance. Donc, certes, il y a des choses, des aléas qui nous arrivent en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant dans notre quotidien, mais pour ne pas être dans cette réaction émotionnelle qui va nous jouer des tours, bah, peut-être en acceptant que bah, c'est con, c'est comme ça, il y a cet incident-là, mais je ne vais pas m'énerver plus de 5 minutes parce que dans 5 ans, ça n'aura pas trop d'importance. Ce qui me permet d'avancer dans mon chemin de vie et de pouvoir faire ce qu'il faut pour négocier cette vague de la vie qui se présente à moi. Alors, pour comprendre les CPS, c'est important que je vous explique comment fonctionne un être humain selon moi. Parce que j'ai une vision mécanique de l'être humain la moitié du chemin est fait si on comprend comment ça fonctionne. On va essayer de lever le capot ensemble pour, euh, euh, pour voir cela. Et donc, ce fonctionnement, c'est à la fois issu des thérapies comportementales et de l'acte, comme pour ceux qui connaissent quelque chose en la matière. L'idée de cela, c'est que nous sommes faits d'un corps, d'une machine à fabriquer des pensées et d'une machine à fabriquer des émotions, qui sont en dialogue permanent. On va imaginer un événement de vie. Vous êtes le samedi matin au supermarché et vous avez le cœur qui bat vite. Le cœur qui bat vite, c'est le corps qui est stimulé. Il y a plein de choses qui font que le corps est stimulé, que le cœur bat vite. Il fait chaud, vous avez couru, vous êtes pressé, vous êtes trop habillé, vous portez des choses lourdes. Mais on va imaginer pour notre démonstration que vous êtes des spécialistes de l'anxiété. Quand vous êtes des spécialistes de l'anxiété, vous pouvez avoir une pensée automatique qui vous dit, si mon cœur bat vite, je sais que j'ai fait une crise d'angoisse. Une pensée automatique, c'est une pensée qui s'impose à soi, sans contrôle. Par exemple, si quelqu'un d'entre vous, je le vois en train de bâiller devant ma présentation, je peux peut-être me dire, je ne l'intéresse pas. C'est peut-être vrai. Mais j'ai peut-être la possibilité de créer une pensée alternative. Me dire que bah, il a peut-être fait la fête la veille, il s'est couché tard hier, c'est peut-être la seule personne que j'ennuie, c'est peut-être pas si grave que ça. Ce qui m'évite de construire un scénario catastrophe qui serait de me dire je suis nul, je suis pas à la hauteur. Euh, et ce scénario catastrophe, bah, ça va être comme une paire de lunettes et je vais voir toute la vie à travers ce scénario catastrophe. Et donc, il suffit que ce matin, mon voisin ne m'ait pas dit bonjour. Et je me dis, bah, lui aussi, il doit me trouver nul. Il ne me calcule même pas, il ne me dit pas bonjour. Et donc, je vais alimenter de tout ce qui m'arrive ce scénario catastrophe. C'est important de repérer nos scénarios catastrophes parce que peut-être vous, en tant qu'enseignant, vous avez des scénarios catastrophes par rapport aux élèves,
par rapport à la direction, par rapport à votre métier. Et peut-être vos élèves ont des scénarios catastrophes en tête, et selon les mots que vous allez utiliser, vous risquez d'alimenter ces scénarios catastrophes sans qu'ils vous le disent. Donc c'est pour ça que la manière de parler, la manière de se comporter et d'identifier les besoins des élèves permet de s'ajuster pour essayer de ne pas nourrir ces scénarios catastrophes qui vont être source de souffrance pour l'élève et risque d'échec scolaire ou de problèmes de scolarité. Alors, je reprends mon exemple. J'ai le cœur qui bat vite. Je me dis que je vais faire une crise d'angoisse. Le fait que je me dis que je vais faire une crise d'angoisse, ben, ça m'angoisse. Les angoisses, l'anxiété, ça se traduit par des sensations physiques, notamment l'accélération du cœur. Voyant que mon cœur s'accélère, et ben, je me dis que j'ai bien eu raison d'être angoissé. Donc, je vais valider l'anxiété, alors que peut-être au départ, mon cœur bat vite pour une autre raison que l'anxiété. Donc, c'est important de décortiquer ça. D'ailleurs, c'est pour ça que lors des examens ou des concours, des fois, on est amené à certaines personnes de leur donner des bêta-bloquants pour éviter l'accélération cardiaque qui va alimenter la spirale de l'anxiété pour aborder l'examen, le concours de façon plus sereine. Je ne sais pas, pour ceux qui ont passé la grecque ou le CAPES ou tout ça, si vous avez eu affaire à ça, mais comment la spirale de l'anxiété s'est mise en route si vous avez eu des oraux à passer. L'idée de tout ça, c'est que notre corps est une immense caisse de résonance. Tout ce qui nous arrive crée des pensées, crée des sensations, crée des émotions. En toutes circonstances, il y a toujours un écho intérieur. Cet écho intérieur va nourrir notre façon de vivre, ça va être notre moteur de vie. Mais il y a très peu d'endroits aujourd'hui où on apprend à gérer cette intériorité. Et c'est pour ça que les CPS sont si importantes, parce que voilà, vos élèves en cours, ils ont des sensations physiques, ils ont des émotions, et ils ont une machine à blabla qui leur raconte des choses. Et vous, quand vous enseignez, pareil, vous avez des sensations physiques, vous avez des émotions, vous avez une machine à blabla qui vous raconte des choses. Alors, quand ça fonctionne bien, c'est un moteur de vie, mais quand ça dysfonctionne, ça peut créer des problèmes. Par exemple, quand ça déborde au niveau corporel, cette tension de vie, ça crée des somatisations. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. C'est le corps qui s'exprime. Quand ça déborde au niveau de la machine à penser, ça va créer de la culpabilité, des ruminations, des phobies, voire de la dépression. En fait, on a deux sources de fabrication de pensée. L'être humain que vous êtes, qui fabrique des pensées pour nourrir un raisonnement, mais aussi votre cerveau émotionnel, qui spontanément vous fabrique un flux de pensées. Et votre cerveau émotionnel, il a tendance à fonctionner comme un Doberman dans votre jardin. C'est-à-dire que si quelqu'un passe devant la grille du Doberman, il dit, ouh là là, c'est peut-être un intrus, c'est peut-être ma sécurité risque d'être malmenée, dans le doute, j'aboie. C'est très logique pour le Doberman. Mais peut-être que pour le propriétaire, c'est-à-dire que l'être humain que vous êtes très embêté par ce Doberman qui aboie depuis 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir qui gouverne en vous. Peut-être que moi, quand quelqu'un me fait une queue de poisson en voiture et que je l'insulte de tous les noms, bah peut-être que c'est pas l'être humain que je suis qui a envie de s'exprimer comme ça. C'est peut-être mon Doberman. Donc, peut-être que vous avez des élèves, de temps en temps, leur Doberman se réveille, ils ont besoin d'apprivoiser leur Doberman, et peut-être quand vous avez des élèves qui vous énervent, bah, peut-être que vous êtes embarqué par votre Doberman, ou quand l'administration vous dit quelque chose, ou met une entrave, peut-être votre Doberman vous joue des tours. Donc, c'est tout un travail dans les CPS de prendre conscience qui parle en vous, qui s'exprime, pour pouvoir choisir votre mode d'expression, et c'est pour ça que si on se dit, c'est con, mais c'est comme ça évite de réveiller trop le Doberman. Donc, il faut prendre conscience que dans notre tête, il y a une machine à blabla en permanence. Ça blablate en permanence. C'est un robinet et vous pourriez même décerner à certains de vos collègues ou à vous ou à vos élèves des diplômes de blabla parce que notre tête nous raconte plein d'histoires. D'ailleurs, les règles sont des histoires qu'on se raconte. Le fait qu'un billet de banque vaut de l'argent, c'est on se raconte cette histoire-là. Et c'est important de prendre conscience que beaucoup de choses sont des histoires qu'on se raconte. Et si on apprend à ne pas croire toutes les histoires qu'on se raconte, eh ben on se soulage de beaucoup de choses. De la même manière, on a appris à ne plus croire au Père Noël, j'espère spolier personne, de ne plus croire au lapin de Pâques, eh ben il faut apprendre à ne plus croire à certaines histoires que nous raconte notre tête. Et en tout cas, faire le tri des pensées comme on va voir.
Donc, ça déborde au niveau des. La machine à fabriquer des émotions, ça répond à cette phrase de Charles Darwin qui dit que les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus douées, mais celles qui savent s'adapter. Donc, ça nous permet d'avoir un comportement adapté. Si je suis face à une bête féroce, j'ai peur. La peur m'informe que mon besoin de sécurité est malmené et me donne de l'énergie pour satisfaire mon besoin. Donc, il faut comprendre que toute émotion, ça nous donne une information sur nos besoins et ça nous donne de l'énergie pour satisfaire nos besoins. Euh, la colère nous informe que nos droits sont bafoués. La tristesse nous informe que nous avons à renoncer. Par exemple, si quelqu'un dans ma famille est mort cette semaine, je suis triste. J'ai à renoncer que cette personne n'existe plus dans mon présent. Tout l'art, c'est de savoir apprendre dans les CPS à tirer le besoin de l'émotion et savoir faire quelque chose de cette énergie. Mais par contre, nous sommes des Homo sapiens sapiens, des êtres qui pensent, et on a beaucoup de jugements et de commentaires. Par exemple, si mon voisin qui m'a pas dit bonjour ce matin, et je me dis quand même qu'est-ce salaud, il me manque de respect, que ça me met en colère quand même, il aurait pu me dire bonjour, ça me déclenche une colère, mais en fait, cette colère, elle est liée à mon jugement. Il a le droit de ne pas me dire bonjour. Donc très souvent, il y a plein d'émotions qu'on a parce qu'on ne peut pas s'empêcher de juger, de commenter. Et il y a tout un travail d'apprendre à être continent de ses pensées, continent de ses émotions. Une manière de voir ça, je vais être un peu cru avec vous, dans ma vision mécanique, vous fabriquez de l'urine, mais vous n'êtes pas de l'urine. Vous fabriquez du caca, mais vous n'êtes pas du caca. Et bien, vous fabriquez des pensées, et bien, vous n'êtes pas vos pensées. C'est important de faire la différence. C'est une production de votre cerveau. Je vais être encore plus cru. Désolé, je suis clown, donc j'adore ces images un peu crues. Faites un gros caca. Passez votre journée à regarder votre caca. Vous trouvez que ça pue, que vous avez une vie de merde. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie? Vous tirez la chasse d'eau, vous allez voir ailleurs. Et bien, dans votre tête, c'est la même chose. Il ne faut pas rester le nez sur des pensées emmerdantes. Il faut savoir porter son attention sur autre chose. Et donc, c'est cette flexibilité attentionnelle qu'on peut aussi travailler avec vos adolescents pour pas qu'ils s'enlisent dans des pensées emmerdantes, dans des jugements, des commentaires de soi. Et donc, c'est tout ce travail d'organisation intérieure qui est important de faire. Donc, pour revenir à nos émotions, la colère, ça nous aide à reposer, à poser des limites personnelles, défendre l'espace vital, dénoncer des injustices. La tristesse nous permet de lâcher vers le bas, lâcher prise, attirer la compassion. La peur, ça permet de reculer, de fuir le danger, de se mettre en sécurité. La joie, ça permet de partager, communier, célébrer, se motiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Forrest Gump, mais Forrest Gump, à un moment donné, il a une grosse émotion, il part courir pendant 2 ans. Puis d'un seul coup, il va mieux, il rentre à la maison. Les gens se sont racontés plein d'histoires sur le fait que pourquoi Forrest Gump court, mais en fait, c'est parce qu'il a eu une grosse émotion. Il a traduit dans le mouvement l'énergie de l'émotion. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que notre cerveau émotionnel, il n'a pas bougé depuis 100 000 ans. Parce que ça fait pas très longtemps qu'on est dans l'ère industrielle, encore moins longtemps assis derrière un bureau en cours, et moins devant un ordinateur. Il y a 100 000 ans, on vivait à l'époque des hommes préhistoriques. Et à l'époque des hommes préhistoriques, les êtres humains, ils n'étaient pas bien épais vu tous les dangers qu'il y avait. Et ce qui a permis aux hommes de survivre à cette époque-là, c'est qu'ils étaient capables d'imaginer que derrière le rocher, il pouvait y avoir un mammouth. Parce que si on était face au mammouth, on était mort. Donc, notre cerveau est une machine à blabla pour nous raconter plein de choses sur des dangers éventuels, sur des problèmes éventuels. À l'époque des hommes préhistoriques, on vivait à 20 dans des grands espaces, hein, mais il y avait des choses très dangereuses. Aujourd'hui, on vit à 500 dans le métro. Il n'y a pas de choses dangereuses, pas beaucoup de choses dangereuses, encore moins de mammouths. Donc, vivre, c'est savoir faire le tri des pensées. Si je renverse un verre, que je me dis que je suis nul, non, dans la réalité, je ne suis pas nul. J'ai juste été maladroit un instant. Donc, c'est pour ça qu'une technique de CPS, c'est de dire ma tête me raconte que je suis nul, ma tête me raconte que ça va pas je ne vais pas réussir mon examen. Est-ce que je prends ou je ne prends pas cette pensée? Et apprendre à faire le tri dans ses pensées. Tout ce que nous raconte notre tête n'est pas forcément vrai. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'émotions de protection que d'émotions qui nous fassent avancer comme la joie. Tout simplement parce qu'à l'époque des hommes préhistoriques, ben, il y avait plus, on avait plus intérêt à se protéger
que d'occasion d'avancer, de se rapprocher. C'est de là que vient notre système émotionnel. Donc, comprendre comment fonctionnent nos émotions, ça permet de mieux interagir avec soi et avec les autres. Mais quand ça dysfonctionne, on peut avoir plein de réactions absurdes. J'appelle ça absurde parce que ça ne résout pas le problème de vie de départ. Moi, j'avais une patiente le vendredi soir, elle faisait des crises de boulimie parce qu'elle était tendue de toute sa semaine. Euh, le comportement alimentaire est souvent une fausse bonne solution pour s'apaiser. On mange pour s'occuper, pour se distraire, pour s'apaiser, pas pour le comportement alimentaire. Il y a d'autres personnes, ils boivent pour s'apaiser. Les écrans, ça, aujourd'hui, c'est l'opium du peuple. On est là sans être là. Et puis il y a des gens même qui sont stressés d'être stressés. Le mot stress déclenche de l'anxiété. Donc, il y a plein de réactions absurdes. Le comportement alimentaire, moi, le hasard de la vie fait que je suis spécialiste de la trichotillomanie. C'est plutôt des filles qui s'arrachent les cheveux. L'équivalent chez les hommes, vous avez dû voir ça en salle de classe, où vous, messieurs, c'est des gens qui trépignent de la jambe. C'est complètement absurde de trépigner de la jambe. C'est l'énergie de l'émotion qui se traduit par un geste comportemental absurde qui ne sert à rien. Ça peut être fumer, se ronger les ongles, etc. L'agressivité ou les relations sexuelles. Donc l'idée de tout cela, c'est qu'un être humain, ça fonctionne comme un moteur. On fabrique de l'énergie pour vivre, mais si on en fabrique trop, ça risque de déborder. Donc il faut qu'il y ait un système de refroidissement. Le système de refroidissement chez les êtres humains, c'est pas l'eau comme dans le moteur, c'est la respiration ventrale. Donc, notamment, il faut travailler la cohérence cardiaque. Et quand on est stressé, on a tendance à en mettre en apnée. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre quand on passe un examen, quand on passe un concours, de mettre de la place à la respiration. Parce que si on est mis en apnée, bah, ça fait chauffer notre cerveau et ça déborde. Ça peut être la relaxation et la méditation pleine conscience. Ça permet de savoir mieux observer ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir gérer ses pensées, ses émotions. Alors, quand on est enfant, quand c'est un peu le bazar, ça se bataille entre le cerveau et le cœur, bah, ça te crée le nœud dans la gorge. Mais en fait, à l'adolescence, il y a une sorte de volcan émotionnel qui se met en place grâce à l'installation du circuit de récompense en neurophysiologie, ce qui fait que ça s'emballe. Pensée, émotion, sensation physique, pensée, émotion, sensation physique, ça s'emballe. Il y a une sorte de volcan émotionnel qui se met en place et les adolescents, ils n'ont pas les outils pour gérer ça. Et c'est pour ça que ça les amène à déborder par des comportements excessifs ou trouver des fausses bonnes solutions pour s'apaiser. C'est pour ça que c'est à l'adolescence qu'arrivent les problèmes de comportement alimentaire, les problèmes de cigarettes, les problèmes de toxiques, de drogue, tous ces problèmes de pathologie. Donc, si les adolescents savaient comment ça fonctionne à l'intérieur d'eux, et c'est pour ça que moi, je suis un promoteur du fait qu'on apprenne la gestion des émotions à l'école primaire et faire de la pleine conscience à l'école primaire, ben, quand arriverait le tsunami émotionnel de l'adolescence, eh ben, ils ne seraient pas débordés, submergés par ce qui leur arrive. Et en plus, le chantier des relations sociales sont des stimulants qui vont faire chauffer encore plus tout ça. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir plein de problèmes à cet âge-là, plein de passages à l'acte, source de souffrance. Donc il y a un vrai enjeu de société et de santé de donner les outils à nos adolescents pour pouvoir gérer cette étape-là de l'adolescence. Parce qu'en fait, le circuit de récompense arrive au moment de la puberté, mais le frein de circuit qui permet de se raisonner arrive beaucoup plus tard. L'adolescence, d'un point de vue physiologique, hein, ça va de la puberté, ça peut aller jusqu'à 25 ans. C'est pour ça, souvent, je dis que l'âge de tous les dangers, c'est la quatrième, troisième, parce qu'en quatrième, troisième, on a la force pour faire plein de choses, mais on n'a pas encore la raison pour réfréner ses envies, réfréner ses pulsions. Donc, il y a tout un travail d'apprentissage, déjà prendre conscience comment ça fonctionne, savoir comment ça fonctionne, et de proposer en tant qu'éducateur des contenants pour aider aux enfants de gérer ce flux d'énergie sans que ça déborde pour eux. Une autre manière de voir les choses, c'est que nous avons une sorte de balance émotionnelle à l'intérieur de nous. Ce qui appuie du côté des émotions négatives, c'est les événements de vie et les ruminations. Si quelqu'un décède dans ma famille, eh ben, je suis peut-être triste. Quoique, je blague, mais tout ça pour vous dire que dans certaines cultures, la mort n'est pas forcément quelque chose de triste. Donc, vous voyez, tout est une histoire de perspective. Et les ruminations, donc, c'est travailler sur cette machine à blabla qui nous joue des tours.
Ce qui appuie du côté des émotions plutôt positives, c'est les états du corps et le lien social. C'est dès qu'on agit sur le corps, qu'on fasse du sport, des massages, de la méditation, de la relaxation, qu'on va chez le coiffeur, tout ça, dès qu'on met le corps en jeu, ça a plutôt des vertus apaisantes. Et le lien social, parce que nous sommes des animaux grégaires, nous avons besoin d'être en lien social. Et c'est pour ça que les adolescents, ils sont avides de lien social, parce que à la fois ça les excite, et à la fois c'est source d'apaisement. Et c'est pour ça que le Covid a été terrible pour eux. C'est parce qu'on les a prévus on les a empêchés de deux choses, de se toucher et de se voir. Et donc, ça fait basculer la balance émotionnelle du côté de la souffrance. Donc, pour respirer ensemble de cette première partie, je crois que tout ça, c'est de faire de la place à notre sensibilité. Nous sommes des êtres sensibles, il y a des choses qui nous touchent. Il y a des choses qui nous sont inconfortables en nous et que peut-être apprendre à vivre, c'est apprendre simplement à ressentir et être touché en toute sécurité. Et parfois, comme on ne sait pas faire de la place à ça, on va mettre du jus de cerveau là-dessus, c'est-à-dire qu'on va mettre un commentaire dès qu'on est touché au sensible, ça va me stresser. Et en fait, ce qui stresse, c'est pas tant la sensibilité, c'est de s'être dit, ça va me stresser. Donc, on a accompagné nos adolescents dans la manière de percevoir leur expérience de vie, leur expérience d'apprentissage, en les guidant dans les mots adéquats pour les aider à gérer leur développement. Donc, je vais vous donner quelques petites clés par rapport à ce qu'on vient de se dire. D'abord, un mantra que j'aime bien, qui dit j'accueille et j'accepte d'avoir des émotions, car cela signifie que je suis un être vivant et un être humain. Donc, la prochaine fois que je suis stressé ou la prochaine fois que je suis en colère, au lieu de paniquer, ben, je dis génial, j'ai des émotions parce que ça veut dire que je suis vivant et que je suis humain. Parce que des fois, il y a des gens qui voudraient plus avoir d'émotions, mais ça, c'est une vie de cadavre. Donc, même si la situation est désagréable, c'est quand même génial d'avoir des émotions, d'être sensible. L'autre chose, c'est faire la différence entre ce qui est grave et ce qui est désagréable, embêtant, frustrant et entravant. Ce qui est grave, par définition, c'est ce qui est mortel ou handicapant. Donc, si si je perds mon téléphone, eh ben, c'est pas grave, je vais pas mourir. C'est peut-être désagréable, embêtant, désagréable embêtant parce que je vais peut-être pas avoir l'argent pour m'en racheter un autre. Je vais peut-être perdre des photos qui me sont précieuses. Mes patients pourront peut-être pas m'appeler. Donc, c'est peut-être embêtant. Pourquoi c'est important de faire la différence? Parce que ce qui est grave, comme je vous dis, c'est en relation avec ce qui est vital. On risque de réveiller notre cerveau, notre Doberman, qui lui est là pour la survie, notre cerveau émotionnel. Et si on réveille notre Doberman, il va mettre de bazar dans notre tête. Tout ça pour vous sensibiliser que le choix des mots a un impact émotionnel. Et c'est ça qu'on va voir un peu plus tard. Et c'est là-dessus que vous avez à agir dans les CPS, d'être en pleine conscience du choix des mots que vous avez pour enseigner, pour accompagner vos élèves dans leur apprentissage. Selon les mots que vous utilisez, eh ben, ça ne donnera pas le même rendu émotionnel pour votre élève, les mêmes échos intérieurs. L'autre chose aussi, c'est se dire que la douleur est incontournable, mais la souffrance est optionnelle. C'est-à-dire, c'est la double peine. La double peine, je vous l'explique, si je casse mon téléphone et que je m'énerve, j'ai deux peines. Non seulement mon téléphone est cassé, mais j'ai la conséquence de mes émotions. Et c'est pas parce que je vais m'énerver que mon téléphone va se réparer plus vite. Donc c'est intéressant de repérer si on ne se met pas en double peine. C'est l'intérêt de ma fameuse phrase, c'est con mais c'est comme ça, pour se protéger de cette fameuse double peine. Donc, un très bon outil pour gérer ce vécu émotionnel qui est inhérent à notre statut d'être humain, c'est la respiration. La respiration ventrale aide à s'apaiser. Donc, c'est d'apprendre à inspirer avec le ventre pour faire toute la place à l'expérience et expirer pour repousser toute la tension que ça nous procure. Et on peut travailler ça grâce à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, hein, c'est respirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, faire ça pendant 3 minutes, 3 fois par jour, comme le brossage de dents.
Ça permet de jardiner notre intériorité et jardiner notre système sympathique pour trouver de l'apaisement. Une autre formule que j'aime bien, c'est respire, souris, vis. Je vais vous l'expliquer façon vacances. Dans les Landes, il y a des grosses vagues. Et quand il y a une plus grosse vague, eh ben, j'inspire pour accueillir la vague, je souris d'être un peu déstabilisé et je vis, c'est-à-dire que je choisis ce que je fais, est-ce que je reste dans l'eau ou pas, si j'avance ou pas. Et bien, quand il y a une émotion, il y a un aléa dans la vie, ça ne se passe pas comme on voudrait, j'inspire pour faire la place à cet aléa, je souris que ben, la vie, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, et je vis, c'est-à-dire que je choisis, je décide comment je m'adapte à ce contexte, plutôt qu'aller dans la réactivité et se laisser embarquer par le Doberman qui va nous amener dans la souffrance ou dans le stress. Vous voyez, c'est d'apprendre qu'il y a ce choix par rapport à ce que nous vivons en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Et d'apprendre cette compétence de savoir accueillir et de savoir négocier cette expérience de l'instant. Alors, c'est aussi important de remettre les choses en place. Le stress, ce n'est pas une maladie, c'est utile. Hein, le stress est une réaction émotionnelle au service de l'adaptation. Si on courait un 100 mètres et qu'on n'avait pas de stress, on courrait beaucoup moins vite. Mais aujourd'hui, ce mot a été négativé, ce qui fait que on finit par être stressé, d'être stressé. Et notamment le stress est souvent déclenché par nos commentaires intérieurs. Et souvent, je dis que l'être humain, c'est comme une sorte d'anémone. On est très sensible. Et l'anémone, si elle n'a pas appris à sa sensibilité, hop, elle va se rétracter au fond du cerveau pour se protéger de sa sensibilité. Donc, est-ce qu'on ne peut pas apprendre à faire comme l'anémone et accepter sa sensibilité et laisser passer les poissons clowns dans les filaments, accepter d'être touché par la vie, accepter d'être touché parce que l'expérience de la vie. Donc, le problème des élèves, c'est que des adolescents, c'est qu'ils sont au contact d'émotions comme la peur, et certains ont peur d'avoir peur. Mais pourtant, le bonheur est l'autre côté de la peur. D'ailleurs, il y a plein d'épreuves pour être dans l'adolescence qui sont de savoir traverser la peur. Chez les Maasai, il fallait tuer un lion pour devenir adolescent. À Vanuatu, il fallait sauter d'un promontoire avec une liane accrochée au pied, c'est l'ancêtre du saut à l'élastique, pour devenir adulte. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais très peur là-dedans. Donc, pourquoi je vous embête là-dessus? Parce que des fois, certains enseignants pourraient dire, mais pourquoi on nous embête par tous ces trucs psychologiques? Je ne suis pas là pour faire de la psychologie avec mes élèves. Sauf que vos élèves sont des êtres humains avec des émotions et des sensations. Et dans toute épreuve, le BPC, le BRAF, un examen, il y a deux épreuves ou de réflexion, ça vous connaissez, mais il y a aussi une épreuve psychologique. Et c'est important de savoir accompagner vos élèves dans cette épreuve psychologique. Et notamment, cette épreuve psychologique, c'est aussi de savoir se concentrer à faire le mieux que l'on peut et pas être dans le résultat. Parce que si on est dans le résultat, par exemple, si je pense, est-ce que je vais réussir mon examen? Ça fait penser que peut-être je ne vais pas réussir mon examen. Est-ce que je vais avoir une bonne note? Ça fait penser peut-être que je ne vais pas avoir une bonne note. Vous voyez, dès qu'on pense en termes de résultat, on crée la pensée anxieuse qui va avec. Or, vous, en tant qu'enseignant, très souvent, vous avez envie d'avoir des résultats parce que vous voulez être rassuré que ça se passe bien, que vous enseignez bien, que tout ça. Mais peut-être que, sans le vouloir, vous alimentez l'anxiété de vos élèves. Et l'idée, c'est de faire le mieux possible pour aller le plus loin et donner le meilleur de soi-même. Donc, il faut se concentrer sur les moyens et pas sur le résultat. Mais on verra comment on peut faire par la suite. Et comme je vous ai dit, les épreuves construisent l'individu. Et on peut même, notre peur, on peut en parler comme un dinosaure et puis s'amuser à se dire, bah, notre dinosaure, notre peur, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je suis nul, j'y arriverai pas, de toute façon, personne ne va m'aimer, de toute façon, je suis un mauvais élève, voilà, je ne sais pas quoi faire de ma vie, blablabla, blablabla. Ça peut être intéressant de faire parler notre peur et puis voir au fond, dans la réalité, qu'est-ce qu'il est que notre peur, elle nous raconte plein d'histoires et elle fonctionne des fois comme un dealer de pensée. Et comme qu'un client, c'est nous, bah, c'est très bien de nous raconter les histoires cauchemardesques dont on est friand. Et donc, c'est important de savoir trier les pensées, trier les histoires qu'on se raconte. Et vous, en tant qu'enseignant, c'est de replacer vos élèves dans la réalité, dans ce chemin d'apprentissage. Donc, il y a à accepter sa peur, comme je vous ai dit, et puis
pour essayer de ne pas faire sortir son Doberman qui nous amène à grogner, qui nous amène à râler. Et nous avons tout un travail dans les CPS à apprivoiser notre système émotionnel. Donc, les CPS, c'est des compétences à apprendre parce que, on a l'impression que c'est très simple d'apprendre, que c'est tout droit, c'est se fixer des objectifs et atteindre ces objectifs, mais ça ne se passe pas comme ça. Euh, on essaye, on a des intentions, on se questionne, parfois on échoue, on recommence, on doute, on réussit, on se questionne à nouveau, et puis finalement, on atteint peut-être la chose que l'on souhaite. Donc, grandir, c'est évoluer, c'est savoir s'adapter, c'est apprendre à apprendre. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une étude qui a montré que les très bons élèves au collège, ce n'est pas ceux qui réussissent le mieux dans la vie. Ceux qui réussissent le mieux dans la vie, ce sont souvent les élèves plus moyens, parce qu'ils ont appris à apprendre. Donc, ils savent s'adapter par la suite. Moi, j'étais un bon élève, mais pas un très bon élève. Et je peux vous assurer que j'ai laissé de côté plein de premiers de la classe derrière moi. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est vrai que ça rassure au collège que les élèves aient des bonnes notes, mais le plus important, c'est qu'ils apprennent à apprendre. Et donc, c'est savoir qu'il n'y a pas de vérité, mais des vérités et que tout est contextuel. Savoir observer et savoir choisir, c'est ce qu'on va travailler dans les CPS. Et l'enseignement, c'est plein de possibilités d'apprendre aux élèves à observer et à choisir et savoir changer de perspective comme on a vu. Donc, c'est ces compétences-là qu'on va développer dans l'accompagnement de nos élèves. C'est aussi de les inscrire dans l'instant présent. Par exemple, je connais pas mes verbes irréguliers, c'est bien de rajouter pour l'instant. Je ne sais pas faire telle chose, pas encore. Comme ça, on revient dans l'instant. Et vous voyez, le fait de rajouter ces petits mots, ça change le rendu émotionnel qu'auront vos élèves face à une difficulté. Donc, vous voyez, ce n'est pas des choses en plus, c'est des manières de dire les choses. Charles Darwin, il a racheté médecine, il est monté dans un bateau, puis il a trop mal réussi, vous voyez. Donc, rien n'est inéluctable. Michael Jordan, il s'est fait virer de son équipe de basket au lycée. Et puis finalement, ça a été le plus grand basketteur au monde. Donc, vous voyez, euh, rien n'est toujours. Moi, j'ai eu, au bac français, j'ai eu 5 et je crois en philo, j'ai eu 6. Et vous voyez, j'écris des livres aujourd'hui. Vous voyez, donc rien n'est définitif. Donc, c'est bien de rajouter pour l'instant. C'est définitif pour vous pour l'instant. Et pas entraîner un scénario catastrophe qui fait que on va bloquer l'élève dans une vision de lui qui ne peut pas évoluer. Donc, je vous encourage à ces mots pour l'instant et pas encore. Il y a aussi plein de techniques d'ancrage, c'est-à-dire que pour pas les émotions, ça nous embarque dans le passé au risque de ressasser, ça nous embarque dans le futur au risque d'être anxieux, et puis de toute façon, le futur, on ne le connaît pas, parce que sinon, on jouerait tous au loto. Donc, le seul endroit où on peut vivre, c'est l'instant présent. Et donc, dans les émotions, c'est pas facile de jeter l'encre dans l'instant présent. Donc, il y a plein de techniques qui existent, hein. De toute façon, vous aurez le diaporama pour les voir. Ça peut être lire quelque chose, décrire un environnement. Il y a un très bon exemple dans la série Bad Banks. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Bad Banks, c'est une série qui se passe dans les milieux financiers et l'héroïne a des crises d'angoisse. Et quand elle a une crise d'angoisse, on la voit dans la voiture en train de décrire le tableau de bord. Il y a un voyant, il y a un chiffre, il y a un volant, il y a un rétro. Et le fait de décrire son environnement, ça lui permet de se réinscrire dans l'instant, de quitter son mental, de quitter le sable mouvant du mental pour revenir dans le présent et se jeter l'encre dans l'instant. Donc ça, c'est un entraînement, l'ancrage, les techniques d'ancrage pour se libérer de ce tsunami émotionnel qui peut nous arriver dans certaines situations. Les adolescents, vos élèves, ils ont des besoins. Ils ont besoin de liens, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin d'épreuves pour grandir, ils ont besoin d'espace à explorer et ils ont besoin des adultes de substitution. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, les parents sont les plus mal placés pour accompagner les enfants. Ils ont besoin d'autres adultes qui peuvent être les professeurs, les entraîneurs, qui les aident à grandir dans des nouveaux espaces sécures. Et notamment particulièrement au collège.
Et il y a un vrai enjeu social aujourd'hui parce que le collège est devenu une période un petit peu difficile, hein. La cour de récréation, dans beaucoup d'endroits, c'est la jungle où il y a beaucoup de violence. Et moi, je pense qu'il y a des choses à améliorer sur le collège. Je pense que notamment que tout jeune ado collégien devrait participer à un projet collectif, devrait avoir des cours de projet collectif, parce que ça leur permettrait d'être en lien, ça leur permettrait d'avoir des espaces à explorer et d'être accompagnés par des adultes de décision qui seraient des Sherpas avec eux et pas des examinateurs. Parce que souvent, ils voient le professeur comme un examinateur. Et donc, ça les empêche de se mettre dans un rôle de collaboration. Donc, c'est comment vous pouvez les aider pour qu'ils soient en collaboration avec vous et pas avoir l'impression d'être jugés en permanence. Donc c'est ça aussi le CPS, c'est aussi changer et se faire évoluer le rapport entre les élèves et les enseignants pour collaborer ensemble pour construire son chemin de vie. Donc les adolescents, ils ont besoin d'espaces tiers pour expérimenter leur nouvelle puissance, pour se tester, pour faire aussi des bêtises. Le tout, c'est d'arriver qu'il y ait un espace où ils font des bêtises pas trop graves et pour rencontrer des adultes de substitution et trouver des contenants qui les aident à structurer leur énergie, un peu comme des tuteurs pour des arbres. Vos arbres en agriculture, ils donnent plus de fruits quand ils sont taillés avec des tuteurs que plutôt quand ils sont à l'état sauvage. Et ben, un adolescent, c'est un peu pareil. On a besoin de quelque chose qui nous guide. Dans ces espaces de tiers, hein, ça s'appelle le sport, la musique, le scoutisme, mais c'est aussi leur proposer de devenir experts de leur passion. Et si les jeux vidéo, c'est leur passion, ben, qu'ils deviennent experts. C'est plus facile de progresser sur ce quoi on est bon que essayer de rattraper sur quoi on est moins bon. Donc c'est ça aussi dans les CPS, c'est peut-être changer de regard sur comment accompagner les élèves, les encourager à devenir experts dans quoi ils sont bons. Et peut-être que ça ruissellera sur les choses où ils sont moins bons. Alors c'est vrai que ça peut frustrer certains professeurs où l'élève est mauvais dans sa matière, mais peut-être que c'est intéressant d'avoir une intelligence collective pour porter l'élève, pour qu'il donne le meilleur de lui-même selon ses compétences. Donc les élèves, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de responsabilité. Or, l'école a tendance à les mettre dans une position passive. Ils ont besoin de dialogue, ils ont besoin d'échange, mais les professeurs, il ne faut pas qu'ils se sentent jugés dans ce dialogue et il faut qu'ils arrivent à instaurer un dialogue constructif ensemble. Ils ont besoin d'affection, donc ils ont besoin de ce regard bienveillant des professeurs. Certes, les professeurs ne sont pas là pour les aimer, mais il y a quand même une relation affective qui se noue parce qu'on est des humains. Donc, en tout cas, une relation de bienveillance et comment on peut, malgré les difficultés des élèves, malgré leur agitation, malgré leur bazar intérieur, comment on peut maintenir cette bienveillance envers eux. Ils ont besoin de sécurité et ils ont besoin d'autonomie. Si on ne leur donne pas d'autonomie, ils vont se cogner. Après, le truc malin avec des adolescents, c'est leur donner des choix où ils ont de la liberté, mais où le professeur est gagnant, où le parent est gagnant. Donc, il faut pouvoir jouer sur les deux. Il y a toute une intelligence relationnelle à développer. Ils ont besoin d'être en relation parce que nous sommes des animaux grégaires. Je ne sais pas si vous savez, mais chez les mammifères, il y a un comportement social qui s'appelle le toilettage. Les singes passent beaucoup de temps à s'épouiller. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de poux, mais c'est parce que dans ce comportement de toilettage, on s'apaise mutuellement et on dit qui on est les uns par rapport aux autres. Les chiens et chats, ils se lapent pour s'apaiser. Les rats, ils donnent des petits coups sur le museau pour s'apaiser. Nous, les êtres humains, on a de la chance. On ne s'épouille pas comme les singes, on ne sent pas le derrière comme les chiens, mais ce comportement de toilettage se fait à travers le bavardage. C'est pour ça que en Afrique, on met une demi-heure avant de se dire bonjour. Bonjour, ça va, la famille, les enfants, d'où viens-tu, où vas-tu? Et après, ils se décident à discuter. C'est pour ça que les adolescents, ils ont besoin de bavardage, parce que ça participe à faire du lien social. Donc, comment répondre à ce besoin de bavardage, aussi tenant compte des contraintes de l'organisation de l'enseignement? Il y a peut-être des choses à jouer. Et puis, ce qu'il faut savoir, que si on n'est pas en relation, la solitude, c'est aussi toxique que n'importe quelle substance, que la drogue, l'alcool et tout ça. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré que le principal facteur de santé à 95 ans et le principal facteur d'espérance de vie,
c'est la qualité du lien social qu'on a à 50 ans. Donc, l'école doit participer à construire ce lien social et pas le laisser, ce lien social, se faire dans la cour de récréation de façon sauvage et violente, comme ça peut être souvent aujourd'hui, qui donne du harcèlement et plein d'autres mots. Donc, c'est ça aussi le CPS, c'est d'organiser ce lien social et d'accompagner toute la communauté euh, administrateurs, enseignants, élèves à construire un lien social bienveillant, paisible, source de joie et avoir le plaisir de cette collaboration. Donc, développer les compétences psychosociales, c'est les enfants apprennent la régulation émotionnelle en fonction du regard des adultes. Parents, enseignants, ils se régulent dans le regard de l'autre. C'est la phrase j'ai plaisir à vous voir de Paul Valéry parce que ça me donne des nouvelles de moi. Les réponses doivent être rapides, chaleureuses, cohérentes et prévisibles quand il y a une demande. Leur permettre de passer d'un état réactif à un état réceptif. Commencer les phrases par je, et, alors que si on dit tu, euh, euh, tu dois te taire, c'est vécu comme violent et agressif pour l'élève, mais si vous dites j'ai besoin de silence, ça ne donne pas le même rendu. Et pourtant, ça arrive à la même chose. À faire des demandes précises et explicites, parler de soi et pas parler de l'autre, comme je vous ai dit pour l'exemple précédent, ne pas rater une occasion de les féliciter, de leur dire qu'on les apprécie, même quand ils nous énervent. La meilleure phrase d'ailleurs à la maison de dire à un enfant, à un ado, c'est lui dire t'as de la chance que je t'aime. Donc on les menace tout en les rassurant. Organiser des renforcements sociaux, immédiats à répéter. Bravo, c'est super, parce que la punition, ça ne marche pas. C'est le renforcement social qui aide à apprendre. D'ailleurs, puisque vous êtes en lycée agricole, vous savez que notamment dans l'apprentissage des chiens, on utilise des clics, le cliquet, qui est un renforcement positif pour aider, encourager les chiens à suivre les consignes que donne le maître. Organiser des renforcements sociaux, j'en ai parlé, et d'organiser des moments de plaisir partagé, privilégiés, afin d'être un enseignant ou un parent attentif. Et sur le dessin, c'est marqué, tu as les ressources en toi pour réussir, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de ne pas être parfait et d'autoriser ça à vos élèves, même si vous aimeriez être satisfait qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans votre enseignement. Donc, comme je vous disais, la phrase que j'apprends aux parents, c'est de dire ah non, c'est pas cette phrase-là. Les adolescents, excusez-moi, je me mélange. Euh, c'est aussi ça ce que je viens de faire. C'est aussi assumer. Il faut savoir assumer dans les CPS. Quand on se trompe, il faut savoir assumer. Donc, les adolescents, il faut savoir qu'ils jouent à un jeu qui est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, c'est plus fort qu'eux. Ils font tout pour se faire détester, pour vérifier qu'on les aime bien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être réactif à leur comportement. Il faut rester connecté à ses valeurs. Et pour être connecté à ses valeurs, face à un adolescent, il faut être comme un phare. Les adolescents vont être parfois comme la marée. Ils vont se cogner contre le phare. Des fois, ça va être la tempête. Mais il faut être indiquer les valeurs, ce qui compte comme un phare, malgré la tempête qui arrive. Et donc, il ne faut pas hésiter à les arroser de mots bienveillants. Désolé, pardon, merci pour ce que tu viens de faire, des renforcements positifs à tout instant pour que malgré la personnalité de l'adolescent, malgré ses comportements, que l'humanité reste, l'humanité de la relation. C'est ça les CPS, c'est rester dans une humanité. Donc, il faut arroser les adolescents de mots doux pour qu'ils soient capables de le faire par eux-mêmes afin de muscler leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux et les aider à mettre en place une machine antidote à la machine à blabla. Donc, vous voyez, la machine à blabla, c'est de dire oh, je suis folle, je suis nulle, je suis un fardeau, je pourrais gérer mieux, je suis égoïste. Et puis, à l'intérieur d'eux, ils vont pouvoir se dire non, tout va bien pour l'instant, prends soin de toi, c'est OK, tu n'es pas seul, j'ai confiance. Donc, c'est important de les aider à construire ce discours intérieur qui va les protéger de cette tendance à juger, de cette tendance à se bâcher qu'on peut avoir, nous, en tant qu'êtres humains. Parce qu'on peut se construire une prise mentale, hein, que les CPS se rendent compte que tout ce blabla, tous ces mots qu'on a en soi, qui sont à l'intérieur de soi, n'existent pas, mais insistent pour exister. La peur nous raconte des histoires très souvent qui n'existent pas. La peur nous projette dans un futur. J'aurai jamais mon bac, mais pour l'instant, à cet instant-là,
je ne suis pas en train de passer le bac. Donc, vous voyez, ça nous raconte des histoires qui sont des histoires à nous faire peur. Donc, on doit ramener euh, l'adolescent dans l'instant présent pour qu'il construisent leur estime d'eux en les protégeant d'attentes trop élevées euh, qu'ils apprennent à s'aimer, qu'ils aient une bonne image d'eux et qu'ils aient confiance en eux. Et c'est tous les petits mots, tous les encouragements que vous leur proposerez qui participeront à ces sensations. Alors, une manière de voir les choses sur la machine à blabla, c'est de se dire que euh, généralement, je pose sous forme des questions. Les questions que je pose pour apprendre ça, je vais le faire entre moi et moi. C'est que euh, c'est qu'en fait, on a des pensées hameçons. J'essaie de réfléchir parce que je l'ai fait différemment d'habitude. On a des pensées hameçons dans notre tête euh, et que savoir vivre, c'est repérer ses pensées hameçons. Ces pensées hameçons, c'est par exemple, je suis nul. Si je mords dans la pensée, je suis nul, ça m'attire vers la tristesse. Si je suis triste, je fais moins de choses. Si je fais moins de choses, je me trouve encore plus nul. Donc, il faut apprendre à repérer ces pensées hameçons qui risquent de nous tirer vers la souffrance. Alors, il y a des pensées hameçons qui sont très fréquentes. Je ne suis pas à la hauteur, c'est ma faute, j'y arriverai jamais. Comme si le maître à mesurer la bonne hauteur existait. Et puis, les émotions donnent un réflexe égocentrique. C'est-à-dire, quelqu'un nous parle mal, on se dit, oh, j'ai dû faire quelque chose de mal, alors que peut-être que ça n'a rien à voir avec nous. Et puis en Normandie, c'est ma faute. Vous voyez, on a un réflexe égocentrique avec les émotions. Donc, c'est important de retrouver, de repérer ce biais d'attribution pour ne pas se laisser dériver par cette culpabilité euh, qui peut apparaître. Et quand on a mordu à l'hameçon, c'est toujours intéressant de repérer bah, qu'est-ce que ça provoque à moi. Est-ce que ça provoque de la douleur, de la colère, de la peur? Qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, je me dispute, je rumine, je me couche, je ne fais pas mes devoirs, je saute la classe, parce que peut-être votre élève, il a mordu un hameçon qui lui amène à faire un évitement ou alors il s'énerve contre vous, il est en lutte. Alors comment reconnaître une personne hameçonnée? Bah, c'est quelqu'un qui manque de vitalité, qui scrute son expérience, qui est dans sa tête, qui compare et évolue, qui avance et recule, qui est tout le temps en conflit, qui cherche à se faire convaincre ou rassurer, ou qui commence ses phrases par je me dis. Quand on commence par je me dis, bah, on est peut-être embarqué dans un hameçon. Donc, il y a tout un travail à faire par rapport à la machine à penser, c'est faire le tri des pensées entre ce qui est utile et pas utile. Et souvent, je donne comme métaphore que les émotions se digèrent dans le ventre et que si on n'a pas la place pour digérer les émotions dans le ventre, ça secoue notre cerveau comme un pommier. Et quand on secoue un pommier, on n'a pas forcément faim pour toutes les pommes et toutes les pommes ne sont pas bonnes à manger. Et ben, c'est la même manière pour nos pensées. Nos pensées ne sont pas toutes utiles et ne sont pas toutes correctes. Il faut savoir faire le tri dans les pensées comme on fait le tri dans les pommes. Et c'est aussi de ne pas se laisser envahir par le stress des autres. Vous, en tant qu'enseignant, vous n'avez pas à vous faire envahir par le stress de l'administration, le stress de l'éducation nationale, et les élèves n'ont pas à apprendre à ne pas se laisser envahir par le stress de leurs enseignants et de rester ancré dans son histoire, dans son chemin de vie. Alors, pour expliquer la théorie des cadres relationnels, je vais vous faire un petit peu, parce que tout est une histoire de langage, pour que vous compreniez ça, je vais vous montrer un petit exercice. J'ai pris des photos de moi. Et comme je me trouve pas mal sur ces photos, je vais les encadrer. Et vous voyez, selon la manière dont on les encadre, ça ne donne pas le même rendu. Eh bien, le langage fonctionne comme des cadres. Selon que les mots que l'on emploie, ça ne donne pas le même rendu émotionnel. J'espère que ma petite astuce vous en a permis de prendre conscience de ça. C'est pour ça que je vous ai embêté tout à l'heure sur la différence entre c'est embêtant et c'est grave. Donc, il faut se rendre compte que les mots, dans la théorie des cadres relationnels, euh, ont un impact émotionnel. C'est pour ça que c'est important en tant qu'enseignant, c'est ça les CPS, trouver le mot adapté, le mot juste qui correspond à l'expérience, à ce qui se passe à cet instant-là. Ce n'est pas la même chose de dire que c'est grave que c'est embêtant. C'est pas la même chose. Tu ne sais pas ta formule de maths pour l'instant, en rajoutant pour l'instant.
voyez, sur la manière dont on verbalise les choses, ça ne donne pas le même rendu émotionnel chez votre élève. Donc, les CPS, c'est pas faire quelque chose en plus, c'est d'apprendre à faire les choses, avoir la posture et un langage adapté en fonction de son intention. Et en tout cas, de ne pas générer, pas participer à créer de l'anxiété, pas participer à créer à nourrir un scénario catastrophe que pourraient avoir vos élèves. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, les règles, c'est que des histoires qu'on se raconte. Et puis, je vous propose cette provocation. Plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Donc, il faut oser être soi. Et les règles, elles sont utiles si elles servent à quelque chose. Euh, il y a Léo Ferré à l'époque, le chanteur Léo Ferré, il était anarchiste et on le taquinait, on lui disait, mais pourquoi vous vous arrêtez au feu rouge parce que vous qui êtes anarchiste? Ben, il disait tout simplement parce que je respecte le mec qui vient en face. Donc, vous voyez, c'est à vous aussi de proposer des règles à vos élèves qui aient du sens et qui comprennent le sens des règles. Et c'est aussi un apprentissage. Et pas même des règles pour des règles dans vos cours, dans votre organisation de votre enseignement. Il ne faut pas que vous ressembliez à une tarte. Donc, attention au logage. On essaye de supprimer les il faut, je dois par je décide, je choisis. Je pense par mon cerveau me raconte. Je pense que je suis nul. Non, mon cerveau me raconte que je suis nul. Est-ce que je prends ou je prends ça? Je suis anxieux. Non, je ressens de l'anxiété. Je suis heureusement plus riche que de l'anxiété. Euh, je dis pas je suis stressé, mais je ressens du stress. Vous voyez, le simple fait de verbaliser différemment les choses, ça change le rendu émotionnel. Et d'ailleurs, j'essaye d'éviter d'utiliser le mot stressé parce que c'est un mot qui est galvaudé, comme on a dit, par je suis éprouvé, je dois m'adapter, je me sens inconfortable. Parce que si je suis éprouvé, je peux faire une action pour traverser l'épreuve. Si je dois m'adapter, je peux faire une action pour m'adapter. Vous voyez, ça met les gens en mouvement. Alors que le stress, ça a tendance à figer. Ça permet de travailler un concept qui s'appelle la diffusion. La diffusion, c'est faire la différence entre soi et ses pensées. On doit diffuser de notre pensée. Nos pensées sont qu'une production de notre organisme. Donc, autant choisir la production qui nous convient, les mots qui nous conviennent, qui nous donnent un bon rendu émotionnel. Donc, on va essayer de travailler en CPS différentes compétences, c'est-à-dire la capacité à observer en temps réel ces expériences depuis une perspective neutre et acceptante, la capacité à reconnaître en temps réel les liens fonctionnels entre les différents stimuli. ABC, ABC, c'est selon un contexte antécédent. B, behavior, le comportement qu'on choisit d'avoir. Et C, les conséquences que ça donne. Que tout comportement qu'on a prend son sens dans son contexte et a des conséquences. Et c'est ça qui a travaillé aussi avec des élèves, et ce qui sont dans l'immédiateté, c'est que les aider à prendre conscience des conséquences, que toute chose qu'ils font à cet instant-là a des conséquences. La capacité à engager des actions importantes et en assumer les conséquences, et la capacité à diriger avec flexibilité l'intention vers ses valeurs et ses besoins importants. Le comportement que je choisis, il répond à quel besoin et me connecte à quelle valeur. Par exemple, si la liberté est super importante pour moi, bah, si je fume, c'est un peu con parce que je deviens dépendant, je suis plus libre. Après, on a le droit d'être incohérent. Mais comment on peut gagner plus en cohérence et d'avoir des comportements qui soient cohérents avec ce qui compte pour nous? Et donc, plutôt que de juger ou de punir les élèves, c'est peut-être de les faire observer euh, la cohérence de leur comportement avec ce qui compte pour eux. Et les amener pas dans des règles, mais dans des choix. Et d'en voir les conséquences. Un bon outil aussi d'observation, c'est la méditation. La méditation pleine conscience. Maintenant, c'est utilisé un peu partout. C'est pas que s'asseoir par terre, hein. Johnny Wilkinson, qui était l'arrière anglais, était un grand méditant. Maintenant, c'est dans la préparation mentale, la pleine conscience est un outil important de la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Les lords anglais sont mis à la pleine conscience. Moi-même, il y a eu à un moment donné, il y a eu des ateliers de pleine conscience à l'Assemblée nationale. Là, j'ai plus contact ces derniers temps, donc je ne sais plus. Mais il y a quelques années, j'avais fait des exercices de pleine conscience, notamment avec Delphine Bateau, et on avait parlé de ces sujets-là. Est-ce- Donc, Excusez-moi. comment?
Alors, excusez-moi, juste deux secondes, le temps de vous laisser respirer et puis vous dire que faudra qu'on garde un petit peu de temps Ouais, de questions. Donc, si on, voilà, si ouais. un Bon, quart je vais d'heure de plus. passer. D'accord. Je vais passer là-dessus. Mais en tout cas, la pleine conscience, c'est utile et c'est quelque chose de scientifique. Ça a été très, très étudié et ça a des impacts biologiques aussi, l'utilisation de la pleine conscience. Je voulais avoir. Oui, ça, ce qui est important, c'est que les élèves, il faut que leur apprendre à se tromper. C'est en se trompant qu'on apprend. Un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe 1800 fois. Et donc, je vous ai donné des exemples. Walt Disney, au lycée, quand il était jeune, on disait qu'il manquait d'imagination. Vous voyez ce qu'il est devenu. Alors, je voulais venir jusqu'à l'école. Et donc, l'école, c'est un grand lieu où à la fois on peut grandir, mais où il peut y avoir plein de sources de vulnérabilité. Euh, qui, on peut insécuriser les élèves. Certaines punitions peuvent faire l'effet contraire, leur être source les pressuriser. Bon, je voulais lire il y a plein de choses à dire sur cette diapositive, vous le regarderez tranquillement, mais il y a plein de possibilités d'avoir l'effet contraire de ce que vous voulez, parce que j'imagine qu'en tant qu'enseignant, vous avez envie de faire grandir vos élèves, vous avez envie de leur apporter plein de choses, et à l'insu de vous, des fois, on peut arriver à l'opposé. L'une des choses que je voulais partager pour terminer, c'est ce qu'on appelle la méthode Pete Sampras. Alors ça, c'est un truc de boomer. Aujourd'hui, j'ai un patient sur deux qui se rappelle plus Pete Sampras. Pete Sampras était un grand champion de tennis dans les années 80. Euh, il, euh, il se moquait de gagner ou de perdre. Il ne se posait pas la question du résultat. Quand il faisait une compétition, un match, il se posait deux questions. Qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Pourquoi? Et comment je peux le répéter pour pas que ça soit le fruit du hasard? Qu'est-ce qui est améliorable et comment je peux m'entraîner pour l'améliorer? Eh bien, je vous propose, et finalement, ils finissaient par tout gagner. Eh bien, je vous propose de faire comme ça avec vos élèves, plutôt que de faire une évaluation sur leurs résultats, eh bien, leur dire, mais qu'est-ce que tu as bien fait? Comment tu pourrais le reproduire? Qu'est-ce qui est améliorable et comment tu pourrais t'entraîner à t'améliorer? Et ça vous les mettez dans une démarche d'apprenant. Et je vous conseille ce livre, Oser réussir, qui compare les gens qui sont des hommes politiques, des économistes, des chefs d'entreprise qui sont dans une dynamique d'apprenant par rapport à des gens qui sont dans le résultat. Eh ben, ils vont beaucoup plus loin. À l'époque de Pete Sampras, il y avait un autre tennisman très connu qui était John McEnroe, qui était dans le résultat. Certes, il est très connu, mais ben, il n'a pas été très loin. Hop. Donc, pour renforcer avec vos élèves, il faut que vous pouvez les aider à chercher leur fierté. Peut-être en début d'année, vous pouvez leur demander, ben, l'année dernière, c'est quoi vos fiertés de l'année dernière dans votre scolarité? Cherchez l'alliance en demandant ben, à vos élèves, cette année, je vais être votre professeur, de quoi vous avez besoin pour grandir cette année et développer vos compétences. Mettre en exergue chez eux ce qui fonctionne chez eux. Et puis les aider à bien répartir leur cuillère d'énergie en leur encourageant à devenir experts dans ce qui fonctionne. Donc, vous voyez, c'est une autre manière d'aborder l'enseignement. Alors, peut-être ce qui peut bloquer, des fois, c'est on a son ego d'enseignant et peut-être que notre ego est aussi lié parce qu'on peut avoir aussi des fragilités narcissiques et on voudrait tellement réussir, ce qui fait qu'on perd la relation avec les élèves. Donc, c'est vrai qu'enseignant, c'est un métier qui demande aussi, comme plein de métiers, à être humble et puis pour pouvoir se mettre dans cette relation et pas faire un enjeu narcissique que ça ne fonctionne pas aussi bien et d'accepter qu'en tant qu'enseignant, bah, on est fragile, on est vulnérable comme tous les êtres humains. Donc, je vous ai dit sortir de l'instant. Voilà, il y a des hauts et des bas. Chacun sa route, chacun son chemin. J'arrive à la fin tout doucement. Alors, il y a un livre, quand vous êtes dans l'agriculture, qui est extraordinaire, qui est incroyable, c'est Don't Shoot the Dog, qui a été écrit il y a une vingtaine d'années par une dresseuse de dauphins. C'est écrit dans un livre de collection canin sur du papier glacé. Donc, c'est un livre vraiment improbable, mais c'est le meilleur livre pour travailler l'apprentissage. Dans ce livre, l'auteur, ces techniques, elle l'applique pour dresser des dauphins, pour dresser les chiens, pour apprendre aux enfants à rester calmes à l'arrière de la voiture, pour apprendre au mari à ramasser les chaussettes et s'améliorer au golf. Donc c'est très très drôle, mais ce qu'elle dit, c'est que finalement,
la meilleure façon d'apprendre, c'est le renforcement positif, c'est-à-dire le modèle comportemental Skinnerien. Il faut renforcer et encourager. C'est un livre qui est très drôle et improbable, mais c'est le meilleur livre sur l'apprentissage qui existe. Euh, Là, on a une image, une métaphore, c'est de dire que la vie, c'est comme la mer. Il y a des vagues, on ne contrôle pas les vagues. Euh, Si je lutte contre les vagues, je bois la tasse. Si je veux comprendre pourquoi il y a des vagues, ben, je vais faire des tests jusqu'à la fin de ma vie. Et peut-être vivre, c'est choisir la vague qu'on veut prendre en développant son propre style, en choisissant sa direction. Et, et si je pense à la vague suivante, je me casse la gueule. Et si je rentre pas dans la mer pour resurfer, eh ben, je risque de terminer comme prise de nice. Alors, hop, juste ça, la thérapie acte en entreprise, ça s'appelle la design attitude. C'est de se dire que c'est le chemin qui compte, qu'on apprend de ses erreurs, développer ses capacités d'observation, savoir changer de perspective et nourrir des rêves. Et tout est une opportunité. Donc, la design attitude, c'est l'application au management de l'ACT, de la thérapie acte. C'est que on lance tout de suite son prototype et on apprend de ses erreurs et on n'a pas peur de se tromper et on est des apprenants dans son projet professionnel. Donc, vivre est un art. Si j'arrive à ma conclusion. Et, si ça vous intéresse, ben, j'ai écrit différents livres, vous êtes votre curieux. Je vous ai mis des ressources aussi qui sont très intéressantes. Il y a le site Adozen qui est plein de ressources. Apprendre à éduquer aussi qui est plein de ressources. Sur LinkedIn, moi j'aime bien suivre Sébastien Payet qui donne plein de clés pour les adolescents. Moi j'ai un blog que vous pouvez regarder. Et puis je ne sais pas si vous connaissez le podcast Métamorphose, qui est le podcast le bien-être le plus écouté en France. J'ai fait un épisode où vous pouvez trouver pas mal de choses. Et j'ai un collègue aussi, que Bourgognon François, qui fait la même chose que moi, qui est aussi quelque chose de. Ce podcast est très intéressant. Si vous avez aimé ce que je vous ai proposé, ben, j'ai un Facebook, je mets des choses pour les patients. Sur LinkedIn, je mets des choses pour le monde professionnel. J'ai un Instagram, je mets des choses. J'ai un blog. Et puis voilà. Et puis j'arrive aux questions. Je me suis laissé déborder par le temps. J'en suis désolé. Justement, j'avais pas mon téléphone à côté avec l'horaire et j'avais pas mis de montre. Donc voilà, c'est con, mais c'est comme ça. J'assume. Et ça n'empêchera pas qu'on va se poser des questions. Et ma tête me raconte que j'espère que je vous ai pas assommé avec tout mon blabla. Merci. Non, merci beaucoup, c'était très dense. On va laisser bien sûr toutes les ressources bon, sur les biblios. Là, à la fin, j'ai pas eu le temps de prendre des notes, mais on mettra tout ça en ligne sur le site des épisodes Sevenol. Vous pourrez regarder ça. Et sur le pad, on a eu aussi enfin, sur le chat, on a eu quelques propositions et quelques recommandations, donc on les mettra également. Je vous invite à formuler vos questions sur le chat ou éventuellement de nous faire signe avec la petite fonction réagir pour demander la parole. Euh, Est-ce que Armel, tu te lances avec une Oui, première question? oui, bah merci déjà, c'était super intéressant. Il y avait une demande de revenir sur les trois chantiers. J'avoue que ma tête me souvient plus exactement à quel moment vous l'avez évoqué. Alors, les trois Mais chantiers ça- des adolescents, c'est que à l'adolescence, ils sont face à trois chantiers. Ils doivent construire leur intériorité. D'un seul coup, les pensées, les émotions, les sensations physiques, ça s'emballe. Ils ont le chantier relationnel. Ça y est, ils s'autonomisent, donc ils vont créer du lien, du relationnel, donc un chantier extérieur. Et entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur, il y a le corps, et le corps se transforme. Donc c'est un troisième chantier. Donc ça fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, notamment pour le chantier intérieur. Et les CPS participent à ça. Et les professeurs, les enseignants ont à participer à ça, parce que comme je vous ai dit, dans les examens, dans les épreuves, il y a aussi une épreuve psychologique. Donc, je ne sais pas si on vous avait dit qu'il fallait vous intéresser à ça, mais ça fait partie du métier de façon incontournable. Ok, merci. Si on revient sur cette période de l'adolescence, il y avait une réaction sur faire la différence entre ce qui est grave et désagréable, par exemple perdre son téléphone, que ça avait peut-être une dimension, enfin c'était dur pour un adolescent de pas considérer que c'était grave cet aspect-là, puisque vraiment, ça symbolise le lien justement. Oui, mais c'est important de les aider à définir.
le sens des mots, que selon les mots qu'ils emploient, ça donne un impact. Par exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, bah, vous y pensez, vous voyez, j'ai déclenché quelque chose sur vous. Donc, que c'est important d'utiliser le bon mot pour pas déclencher des tsunamis émotionnels intérieurs. En effet, c'est très embêtant de perdre son téléphone et c'est peut être source d'une énorme douleur. Et c'est pas à moi de juger de la douleur de cette perte-là. Mais par définition, ce qui est grave, c'est ce qui est mortel ou handicapant. Donc, il faut employer le bon mot, sinon on risque de déclencher des émotions. Alors, c'est vrai que les adolescents, ils sont pris dans une ambivalence. C'est qu'ils aiment bien jouer avec les mots parce qu'ils ont envie de ressentir des choses, ça les excite de ressentir des choses. Mais ils se laissent déborder par ce qui déclenche en eux parfois. Donc, c'est un apprentissage. Et il ne faut pas leur dire de façon professorale, c'est pas bien, mais l'air de rien, les corriger. Quand ils disent que c'est grave, on peut dire, ouais, ça a l'air très embêtant pour toi. Sans leur faire la leçon. Et l'air de rien, tout doucement, ils vont, par coping, se caler sur votre langage. Ok. Il y Euh, avait une autre, enfin, j'observe au fur et à mesure s'il y a des mains qui se lèvent, hein. N'hésitez pas à faire signe et à vous lancer si vous le souhaitez. Et je prends la troisième si t'embête pas, si ça t'embête pas, Armel. Il y avait une remarque passer de l'individuel au collectif. Comment connaître les besoins des élèves dans une classe? C'est pas simple. Ben non, c'est pas simple et il faut essayer aller à la rencontre d'eux par des petites phrases. Comment c'était pour toi cet exercice? Comment c'était pour toi cette leçon? Et puis essayer de faire le tour, d'organiser un petit peu le tour de moments singuliers avec chacun. Alors c'est vrai que les enseignants sont pressurisés entre les exigences scolaires, les exigences de notes et tout ça. Donc c'est tout un équilibre à trouver, ne pas hésiter à les observer. En les observant, on essaie de décrypter derrière le comportement. Bah, avec l'expérience, on en sait un petit peu le besoin. Mais derrière, il y a des besoins qui sont communs. Ils ont tous besoin de reconnaissance et ils ont besoin tous de sécurité. Et ce besoin de reconnaissance, de considération, ils sont tous égocentrés comme nous. Donc, ils ont besoin qu'on les considère et une manière de faire, c'est de commencer le contact humain par reconnaître leurs émotions. Voilà, tu as l'air triste, là, tu as l'air en colère pour ta note, là, ça a l'air difficile pour toi. Et en reconnaissant l'émotion qu'ils peuvent avoir, ça leur permet de s'ouvrir et de rentrer dans une relation avec vous. Mais en règle générale, ils ont tous besoin de sécurité et de reconnaissance et de considération. il y a aussi des questions sur les ouvrages de référence. Alors, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat qui se basait sur un livre qui s'appelle Des compétences psychosociales, manuel de développement Béatrice Lambois, Rebecca Charkland. Donc, ces deux personnes-là, elles ont aussi participé à la rédaction du référentiel sur les compétences psychosociales. Et Je après, ne est-ce que connais vous pas avez ce d'autres? livre, mais ces deux personnes sont des Oui. personnes de référence. Donc, Oui. voilà, j'imagine qu'elles ont écrit un super livre. Et après, si vous avez d'autres ouvrages à recommander, à part le Don't Shoot the Dog, celui-là, on l'avait noté. Oui, oser réussir, c'est un très bon livre. Euh, il y a les livres aussi de Charles Pépin que j'aime bien sur la confiance en soi et euh, sur l'erreur, je ne sais plus comment il s'appelle. Les livres de Charles Pépin sont très très bien. Après, en philo, moi j'aime beaucoup Marianne Chaillan, qui est professeure de philo, qui écrit des livres qui sont super chouettes, notamment son livre sur le bonheur. Je trouve que c'est de la thérapie acte en philo. C'est-à-dire que finalement, ouais, les vertus de l'échec, merci Mélanie. Les seuls, le seul endroit où on peut trouver du bonheur, c'est dans l'instant présent. Donc, c'est en se levant de l'instant présent. Donc, Marianne Chaillan, elle a écrit aussi des livres de philo sur Harry Potter, sur Game of Thrones. Elle fait de la philo adaptée au contexte. Et ces capsules de philo sur Instagram sont très utiles. Notamment, elle a fait ça pour la préparation du bac l'année dernière. Et voilà. Oui, Luc, vous vouliez dire quelque chose? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, je vous le redis aussi de vive voix. Merci, j'étais très intéressé par ce que vous avez dit. Voilà, et ce que j'aime bien, c'est les ponts que vous faites et le doigt que vous mettez sur des paradoxes. J'en relève trois.
Alors, je ne vais pas avoir une question, mais je vous le livre. Donc, c'est émotion versus savoir. Voilà. Et évidemment, ça, c'est un vrai sujet pour nous. Je peux En répondre à passe... ça? Pardon? Je peux répondre à celui-là? Je peux continuer? D'accord, continuez, je Bon, répondrai pour les trois là. excusez-moi. Excusez-moi. Ensuite, il y a le savoir-être Mhm. versus évaluation de culture de la performance, de l'évaluation, quoi. Alors ça, on y est en plein dedans, voilà. Et puis, autre paradoxe, vraiment que je vois, c'est vous parlez l'intériorité, mais c'est des mots plutôt tabous dans l'enseignement, l'intériorité versus la laïcité, puisque la laïcité, on sait, enfin, bien sûr qu'on sait ce que c'est, mais à la fois on ne sait pas, c'est le refus du religieux quelque part, et alors que non, c'est l'acceptation de tous les possibles confessionnels. Mais on se situe où là-dedans? Voilà, je Alors, vous remercie pour. Voilà. alors, pour les émotions, il y a un neurologue très célèbre, il y a de nombreuses années, qui a écrit un livre super qui s'appelle Ouais, L'erreur de Descartes et la raison des émotions, ok. qui, qui montre qu'on raisonne grâce à ces émotions. Ben oui. C'était Et René même Char pour qui faire un disait problème de maths, même pour faire un l'émotion, problème de c'est maths. l'infrarouge de la connaissance. Ouais, c'est-à-dire que nos choix, notre raisonnement, c'est un compromis qu'on a entre notre cerveau qui nous raconte des choses et notre ventre qui nous raconte des choses. Ouais. Donc, il faut le biais de notre cerveau, c'est qu'il nous raconte des fois des histoires qui sont fausses, et des fois, nos émotions nous rendent aveugles, nous submergent. Donc, il y a ces deux travails pour trouver le compromis. Et les sources d'information, c'est un truc entre les deux. Donc, les Donc, émotions nous aident à raisonner. donc l'erreur de Ah, Descartes De Damasio. merci. L'erreur de Descartes ou la raison des émotions, ça s'appelle, de Damasio. Et ça raconte notamment l'histoire de Phineas Cage, qui était au 19e siècle, qui avait mis un coup de baramine, qui a fait une étincelle, et la baramine est rentrée par son front et sortie par son crâne. Mais il était après comme vous et moi, mais sauf qu'il s'est mis en échec parce qu'il avait tout ce qu'il faut pour raisonner, mais ça a lésé la zone des émotions et il raisonnait mal. Ok. Le deuxième chose, c'était quoi? Rappelez-moi. Ah ouais, j'ai parlé. Excusez-moi. Ah oui, il y a le savoir-être versus évaluation. Oui, alors On est dans des stratégies, ça prend une ampleur bah, il faut l'évaluation évaluer. Ouais, prend trop de place. L'un et des oui, exemples, c'est Léon Marchand. Léon Marchand, le nageur, au début de ouais. sa carrière, il avait trop de pression. Et avec son préparateur mental, il a travaillé le fait que sa valeur n'avait rien à voir avec ses résultats, ses performances. Que qui gagne ou qui gagne pas, ce serait toujours Léon Marchand, un choix de type. Donc ça lui a permis de se décrocher du résultat pour se concentrer sur ce qu'il aime. Ce qu'il aime, c'est nager. Ce qu'il aime, c'est la compétition. Et en faisant Et ça, oui. il finit par tout gagner. Donc vous, certes, les résultats sont importants, mais c'est que des indicateurs dans un chemin de vie. Il faut remettre le résultat à sa juste place. C'est des indicateurs. Si je veux faire le tour du monde en bateau, c'est vrai que si je pars de La Rochelle, il faut que j'arrive, je passe par les Açores. Donc c'est le résultat, mais j'ai besoin de me concentrer à l'instant présent, comment je navigue, je négocie la mer, le courant et tout ça. C'est revenir dans l'instant. Et les résultats, c'est des indicateurs façon Pete Sampras. Donc c'est à vous de cultiver une culture avec le résultat, de noter, même si la personne a 4 sur 20, eh ben, elle a fait des choses bien pour avoir 4. Donc, c'est mettre en exergue ce qu'elle a bien fait. Donc, au Canada, ils font vachement ça. Moi, je connais des patients qui sont venus du Canada en France. Ils ont été très choqués de la manière dont on faisait en France. Mais au Canada, par exemple, si on a 4 sur 20, on dit, ouais, il y a quand même telle et telle chose qui a bien fonctionné. Mhm. Comment tu peux t'améliorer pour le reste? Donc, vous voyez, c'est avoir une autre manière d'évaluer les choses, qui ne soit pas que dans le résultat. La troisième chose, c'est que vous aviez dit, Juste, excusez-moi, est-ce qu'il n'y ouais, avait pas aussi l'inquiétude autour de l'évaluation des CPS en tant que telle? Est-ce qu'on peut eh en ben, parler? ça peut pas s'évaluer, on peut pas mettre de notes. Euh, à la limite, les CPS, ça doit faire par l'auto-évaluation. C'est-à-dire que par rapport à ces domaines, c'est dire comment tu te sens. Et s'il a observé, bah super, vous avez observé. Si l'élève a observé, bah super, vous avez observé. Vous savez observer. Ok, ben merci, je voulais merci. Donc juste pour préciser c'est un truc ça, ouais. un peu appréciatif. Mm, Donc, mm. et le troisième, oui, c'était sur le religieux. Bah, je ne t'ai pas parlé de. C'est vrai qu'autrefois, c'était la religion qui s'occupait de l'intériorité, mais la religion s'est éloignée. L'intériorité, c'est quoi? C'est gérer les pensées, les émotions,
les sensations physiques, et puis ce qui compte pour soi, ses valeurs. Et il peut y avoir, certes, il y a des valeurs religieuses, mais il y a des valeurs qui ont rien à voir avec la religion. Le respect, la liberté, la bienveillance, c'est des valeurs qui peuvent toucher des gens qui sont dans la religion et des gens qui ne sont pas du tout dans la religion. C'est de pouvoir choisir un comportement qui me rapproche de ce qui compte pour moi. Donc, c'est complètement à part de la religion, tout ça. Donc, on n'est pas obligé de mettre du religieux là-dedans. Après, ce qui manque dans notre époque, c'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est très intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui dans une misère symbolique. C'est-à-dire que le recul du religieux n'a pas été remplacé par une spiritualité laïque. Mais là, ça serait rentré dans de vagues débats. Voilà, je m'arrête là, sinon je vais prendre toute la parole. Il y avait des questions. Oui, merci. Il y a, il y a une question qui a été posée par Pascal et qui nous demande, enfin, qui nous dit les CPS connus de tous et toutes, comment se fait-il qu'on n'y est pas vraiment encore? Est-ce qu'on progresse en France? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour le développement de la prise en compte des CPS en France? Bah, qu'il y a eu une initiative collective, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a eu un changement au niveau de Santé publique France et au niveau de l'éducation nationale. Alors, je ne sais plus quoi, parce que moi, je suis à l'extérieur, mais on m'a raconté qu'il y avait un changement de pilotage qui a ouvert cette possibilité et qui est une vraie révolution. C'est-à-dire que les gens qui participent à Santé publique France, ce que je les entendais dire, c'est qu'ils ne pensaient jamais que ça allait arriver. Surtout qu'en France, alors j'espère fâcher personne, mais on a un biais en psychologie, c'est qu'il faut savoir qu'on est le seul pays au monde, avec l'Argentine, où la psychanalyse a tant que ça de place. Partout dans le monde, la psychanalyse appartient à l'histoire des sciences, à l'histoire de la psychothérapie. Il y a une sorte pendant longtemps aussi à l'éducation nationale, il y avait une lecture psychanalytique des choses, était un petit peu, prenait trop de place et empêchait toutes ces approches comportementales. Pourtant, il y a eu de la science qui est arrivée, dans plein d'autres pays, ça se passe. Et donc là, il semble que quelque chose soit possible. Donc après, dans tous les projets ministériels, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Et puis on voit que les CPS, dans la sphère publique, il y a plein de gens qui mériteraient de s'y atteler, hein, mais on ne va pas rentrer dans des débats comme ça. Mais en tout cas, il y a une intention. Et donc, il faut que collectivement, on aille dans ce sens-là parce que c'est pour l'intérêt à la fois de tous et pour l'intérêt de nos enfants et pour notre santé à tous. Je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait peut-être un témoignage, je sais pas, sur des choses qui sont expérimentées, si on poursuit sur qu'est-ce qui donne de l'espoir et qui pourrait être Ouais, utile à moi, ce que partager j'aimerais avec les vous poser autres? comme question, c'est est-ce que ça vous paraît plus clair comment on peut décliner ça dans votre quotidien? Est-ce que ça vous paraît plus clair? Faut pas que ça fasse une surcharge en plus. Ouais. Et est-ce que vous avez des expériences les uns les autres? Comment vous essayez de les mettre en place? Donc vous êtes prêts, vous Ah, sentez prêts tous les uns les autres à renforcer votre intention sur ce sujet. J'imagine que plein d'entre vous étaient déjà dans cet état d'esprit, mais à vous autoriser à le faire. Et en effet, comme dit quelqu'un, il faut d'abord s'appliquer à soi. Je vous encourage à le faire dans votre sphère privée, avec vos enfants, avec vos amis, d'être dans cet état d'esprit pour tout doucement de le décliner dans la sphère professionnelle. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, j'ai vu. Ben oui, en fait, je me sens très proche de ce que vous avez proposé, c'est-à-dire de faire des liens entre les choses. La pratique artistique, celle que vous avez évoquée, notamment le clown, qui est lié Mhm. donc au spectacle vivant, elle explore émotionnellement tout ce que vous avez dit, le corps, les émotions, les pensées, elle met en perspective, c'est une pratique voilà, magnifique. Elle devrait être vraiment mais elle demande un dispositif. Il y a l'éducation socioculturelle dont je suis qui peut le proposer, aménager du temps. Il y a une exploration qui est évidemment que j'ai pu faire. Tout ça, évidemment,
chacun ayant son bagage, mais qui est à développer. C'est des aventures collectives. Comment mettre ça en place avec souplesse dans la réalité des apprenants, sans Alors, trop remettre en cause un carcan, enfin, excusez-moi pour le mot, c'est peut-être pas le mot carcan, mais une organisation qui est plutôt parfois rigide, mais nécessairement rigide aussi. Bon, voilà, c'est toute la question. pour le clown, moi, je vous encourage à voir ce fameux documentaire Tout va bien, le premier commandement du clown, qui est un super OK? documentaire. Le réalisateur, lui, ce qui l'intéressait, c'était pas le clown, mais le déformatage. Et ça suit pendant 2 ans des élèves en école de clown au théâtre du Samovar dans la banlieue parisienne. Et, euh, et le clown muscle sa liberté d'être. Alors, c'est des surfeurs freestyle, pour comprendre mon image. Hein, tout le monde n'est pas des surfeurs freestyle, mais ça donne quelques pistes et il y a quelques phrases qui sont très intéressantes. Et moi, je participe à je suis aussi membre du comité scientifique d'une association qui s'appelle Résilience, qui a mis en place un programme test, qui est le programme Inspire, qui a eu lieu fin août sur une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, on a fait un camp pour des ados où on a travaillé tout ce que je viens de vous parler. Et moi, je me suis occupé de la journée pour accompagner les parents, pour donner plein d'informations sur les parents. C'était vraiment quelque chose de très original et vraiment test. Et il y a des adolescents, il y avait des adolescents de l'ASE, il y avait des adolescents qui venaient poussés par leurs parents. Vraiment, ils n'étaient pas contents de venir là. Et déjà, dès le premier soir, ils ont mis 1 heure avant de partir, tellement qu'ils se sentaient bien. Donc, ça a super bien marché. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin des adolescents. Ils ont un vrai besoin. Euh, et qu'il n'y a pas, pour l'instant, un outil qui leur apprend à savoir être. Parce que tout doucement, les connaissances, on va les avoir partout. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, sur ChatGPT, tout ça, sur plein de choses. Les connaissances seront moins un problème. Ce qui est plus un problème, c'est savoir être, savoir examiner les connaissances, savoir choisir les connaissances, savoir choisir ses comportements. Et c'est tout. Du fait de l'évolution de notre société, l'éducation est obligée de grandement évoluer. Ça ne peut plus être comme auparavant. Le contexte évolue beaucoup. Donc, il faut réinventer des nouvelles choses. Et moi, je vous ai donné 2 choses, moi, comme ça, mon cri du cœur, c'est, je trouve qu'il devrait y avoir en collège que tout élève ait un cours de projet collectif, euh, sixième, cinquième, et puis un autre cours après quatrième, troisième, parce que ça répondrait à tout ça. Et je trouve qu'en seconde, ça serait très bien qu'ils aillent partir dans d'autres familles à l'autre bout de la France parce qu'ils ont besoin de d'autres espaces pour gagner en confiance, se tester, s'expérimenter. Il pourrait y avoir des choses beaucoup dynamiques pour apprendre à être. Bon, je parle, c'est ma tête qui me raconte tout ça, hein, mais en tout cas, qui pourrait mettre en jeu tout ce que je viens de vous raconter. Et notamment, le stage en entreprise en seconde, pour moi, il n'a aucun sens. Si, s'il y avait des stages, par exemple, de citoyenneté où, on était plus au contact de la vraie vie, ça leur apprendrait beaucoup plus qu'aller voir deuxième fois les entreprises en étant passif. À l'école, on met trop les élèves dans une situation passive, alors qu'ils ont de l'énergie à revendre. Donc, il faut qu'on leur propose des choses où ils peuvent exprimer leur énergie. Il ne faut pas que cette énergie aille dans le harcèlement scolaire, aille dans l'agressivité ou aille dans des comportements toxiques pour eux. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider à gérer cette énergie, à exprimer cette énergie de vie qui apparaît avec l'adolescence? Alors, il y a des expériences qui arrivent sur le chat. Une CPE, oui, une qui met en place des ateliers de sensibilisation au CPS et à la communication non violente sur les classes primo-entrantes, donc j'imagine c'est sur les secondes. Et ces ateliers sont faits en parallèle de la prévention au harcèlement et cyberharcèlement. Ils vont faire ce projet-là sur 3 ans, essayer d'évaluer ce que ça donne sur le climat scolaire. Après, il y a aussi une question, enfin, des personnes qui ont expérimenté le travail sur les émotions avec les jeunes. Et enfin, effectivement, c'est des jeunes, pour l'instant, ils n'ont pas été formés à la maternelle, à la primaire, comme c'est l'objectif du plan. Donc ils arrivent là, ils en ont peut-être pas du tout entendu parler à l'école ni dans leur cercle familial, et du coup, il y a des réticences. Et comment on fait, peut-être par le fait de reproduire plusieurs fois dans l'année, mais comment on fait pour un peu vaincre ces résistances, je sais pas trop comment le dire. Bah, en tout cas, je ne peux pas vous décrire tout le projet Inspire de résilience, mais on a été très surpris, je vous dis, avec des enfants qui n'étaient pas forcément faciles au départ, et ça a super fonctionné. Donc, est-ce qu'il faut s'inspirer? Il faut que vous demandiez à l'association quel est leur programme, comment ils sont
Bon, c'était une expérience test, hein, et après, on va essayer de décliner ça en Île-de-France, parce qu'il y a des contacts en Île-de-France, mais peut-être que ça peut être, si vous contactez l'association, vous pouvez trouver des outils, des manières de faire là-dessus, et de vous inspirer de ce modèle-là, en tout cas. Euh, Alain? Faut que je mette Ton le micro. micro. Oui, moi j'interviens aussi dans la mission d'appui à l'enseignement agricole et les questions que je vois de la part des enseignants qui travaillent sur ces questions-là, des émotions, euh, se pose la question derrière du soutien au soutien, de supervision pourrait peut-être, on pourrait parler de supervision aussi, quoi. Et en fait, ils peuvent animer des cercles PRODAS ou d'autres ateliers. Et des fois, il y a un manque de supervision, d'espace pour débriefer de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils se sentent un petit peu isolés parfois, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, oui, en effet, c'est-à-dire que pour pouvoir appliquer ça aux élèves, il faut pouvoir se l'appliquer à soi. Et donc, il faut avoir les conditions pour se l'appliquer. Donc, c'est aussi dans l'évolution de l'organisation de l'enseignement, c'est pas que les élèves, l'enseignement qu'on donne aux élèves qui doit évoluer, mais aussi notre façon de travailler. Donc, c'est à l'éducation nationale de pouvoir proposer les outils pour pouvoir travailler ensemble, pour qu'il y ait de l'intervision, qu'il y ait de l'intelligence collective euh, dans les équipes. Après, ça demande qu'il y ait de la confiance. Est-ce qu'il faut faire des team building dans mon entreprise en début pour apprendre à travailler ensemble et pas se méfier du voisin, ou qu'il y ait des enjeux d'ego, voir, hein, comment, parce que j'imagine que aussi, ben, je vois ça par les patients que j'ai qui sont enseignants, qui sont aussi au contact parfois de choses un peu difficiles et douloureuses dans le relationnel entre collègues. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Il y a la question. Ah oui. Merci. Vas-y, si tu as repéré encore une question. Il y a plein de remarques. On parle de cercle Prodas. J'ai vu aussi des éléments sur les éco-responsables, la question des mobilités des apprenants, etc. Mais vas-y, Pour les Armelle. projets collectifs, voilà, il y a les éco-responsables aussi qui peuvent être un levier pour mettre en place ce type d'atelier. Et il y avait une question sur l'effet groupe chez les adolescents qui est très, très fort et qui peut peut-être freiner justement le fait d'aller exposer son intimité, se mettre, exposer ses émotions. Et peut-être que c'est encore plus fort, je sais pas, chez les jeunes que chez les adultes, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est Bah, pareil par si on rapport les à l'effet rassure et groupe. on les accompagne, il y a des outils qui permettent de travailler là-dessus. Rien que ça se travaille déjà. Si vous allez sur le Facebook Ça sort ensemble, je vous en ai pas parlé, mais que c'est une association dont je m'occupe. Il y a des expériences qui sont faites notamment en primaire, où on voit les enfants quand ils arrivent en classe, ils disent leur météo émotionnelle à l'instit. Ah, aujourd'hui je suis triste. Ah, je suis en colère. Là, je suis heureux parce qu'il y a telle chose. Déjà apprendre à verbaliser des choses comme ça, de faire une sorte de météo émotionnelle. Donc, il y a plein d'outils. C'est dur de parler de tous les outils qui existent, mais il existe plein de choses. Et je vous dis, le meilleur exemple, c'est cette expérience qu'on a vécue avec Inspire, parce qu'il y avait vraiment des gens où on n'aurait pas parié un sou, et ils ont adhéré à ça, ils ont adhéré à ce truc émotionnel. Ils ont même mangé des fruits et légumes, ils ont même mangé des trucs mais qu'on n'imagine pas chez des adolescents. Bah, peut-être ça fait le lien avec parce qu'on arrive un petit peu à la fin de ce webinaire. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à vous manifester. Mais en fait, on va reprogrammer d'autres épisodes Signal qui seront plus centrés sur les témoignages d'enseignants autour de leurs pratiques, sur la mise en place des CPS, le développement des CPS avec leurs élèves, enseignants ou aussi personnel éducatif. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des choses que vous auriez envie de partager avec les autres. Et puis, Moi, j'ai juste envie de vous dire, si oui. ça vous intéressait ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à me googliser. J'ai plein de vidéos sur Internet, hein, où il y a plein d'aspects vous pouvez reprendre et tout ça. Et voilà, vous pouvez poursuivre en plus du replay de la vidéo. Et juste pour finir, j'avais envie de vous partager mon vécu parce que en février dernier, je suis allée à la formation de Santé publique France sur les CPS et sur le coup, ça m'a assommée. Je me suis dit non mais là, les CPS, c'est hyper dur quoi. Déjà, faut se les appliquer à soi-même et en plus après aux élèves. Mais j'ai mon blabla T-Rex qui s'est enflammé. Voilà, tu vas jamais y arriver quoi.
Et en fait, ben, c'est de se dire que c'est pas une injonction non plus, on peut pas être parfait sur ces CPS, mais finalement d'essayer, comme vous le faites tous, quoi, d'essayer des petits trucs et de se dire, ah bah ça, je sens que ça a marché, je me sens mieux, dans le regard du jeune, je le vois aussi, etc. Et que ça devienne pas non plus une nouvelle norme, quoi, de s'en rajouter encore une couche d'exigence. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me l'avait fait. Donc, j'avais juste envie de partager ça avant qu'on se sépare, quoi. Oui, pour aller dans ce sens-là, moi, ce que je vous conseille en pratique, c'est que vous n'allez pas changer du jour au lendemain sinon ça fait un trop gros morceau. Donc, parmi tout ce que je vous ai raconté, vous prenez un truc et pendant 15 jours, 3 semaines, vous l'appliquez. Par exemple, de dire pour l'instant, pour l'instant. Et puis, quand vous avez pris un truc, vous en essayez un deuxième. Et puis, d'avancer pas à pas sur cette nouvelle matière de faire. Et tout doucement, vous allez cultiver, vous allez cultiver les CPS en vous.